dans notre podcast en DM. Nous sommes avec monsieur RIZ2 pour les intimes. Pour les intimes. Que personne ne cite ce RIZ2 en ma présence, sinon bagarre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bah avec plaisir. Je sais pas par quoi commencer. Est-ce que je dois commencer par une anecdote avec monsieur Rizwan? Est-ce que tu en as une? Une anecdote Qui t'a marqué qui... J'en ai trop. Non mais une, pas trop... Tu comprends? Oui. Non? Si. Survêt rouge. Mais c'est à cause de lui. Pourquoi il avait un survêt jaune? Non, parce que quand j'arrive dans sa classe au lycée, il me bassine avec Diable Rouge. Time Bomb, DJ D'accord. Mars. Et il me dit ouais c'est un putain de rappeur et tout, il est toujours habillé en rouge, je crois que je l'ai vu avec un Lacoste rouge. Et après je sais pas, moi j'avais m'avait fait écouter les morceaux et j'avais bien kiffé. Et après j'ai dit ouais c'est un concept d'être avec un survêt rouge, tu passes pas inaperçu en fait. Ok. Et donc voilà, j'ai investi dans un Lacoste rouge. Ça faisait partie de mon processus pour pouvoir le faire redoubler ensuite. C'était tout un accompagnement. Tu vois, à l'époque j'avais déjà créé des formations, mais pour échouer. Bon, donc peux-tu présenter monsieur Rizwan? RIZ2, comment le présenter? Rizwan, bon, le nom de famille restera dans l'intimité, bien évidemment. Rizwan, que dire de Rizwan? Rizwan, avant d'être à la tête d'un média influent, c'est à la base un artiste. C'est à la base un artiste. C'est un humain aussi bien avant d'être un artiste, un humain avec des valeurs. Une des rares personnes dont je peux dire, oui, qui a vraiment des valeurs. C'est quelqu'un que je connais, waouh. J'ai pas de mouchoir. Waouh. Non, il n'y a pas de séquence émotion. Et ça fait... Je peux te dire l'année. Hein. Ah bon? Ouais. 1995. Voilà. Donc 95. À partir de là. Waouh. Et au-delà de... Mais comment on s'est connus? Ça va faire 30 ans l'année prochaine. Je me rappelle même pas comment on s'est connus. Il y a eu, alors avant les, moi j'ai plus de mémoire que toi, avant la rentrée scolaire, donc qui arrive en septembre, il y a eu les vacances scolaires et vous étiez déjà à la MJC de la briqueterie. Oui. Et moi j'allais là-bas aussi parce que dans notre quartier il n'y avait pas encore la MJC. Donc arrivé là-bas, on s'est connus avant la rentrée, donc c'est vrai que quand on allait au collège on se connaissait déjà. On passait les étés ensemble. Oui, ça, moi j'essaie. Amar. Tu t'es fait maraver. Je l'ai maravé. Ça, c'est Amar, c'est un de nos animateurs. Amar, si tu vois cette vidéo, grande dédicace à toi. Voilà comment on s'est connus. Et donc, du coup, comme on se connaissait déjà pendant les vacances d'été, donc arrive au collège, forcément, tu revois les mêmes têtes et tout, donc t'es plus à l'aise et tout. Et quand le rap s'est initié, il s'est initié parmi nous. Voilà. Ah, c'était incroyable. T'étais déjà un consommateur de musique, de rap? En quatrième, j'écoutais du rap, mais vraiment, ça... Bah, fin de quatrième, j'ai commencé, on va dire, à NTM, et il y avait Doc Gynéco qui venait de sortir son album, je crois, sur la fin de ma quatrième, donc j'ai écouté ça, mais arrivé en troisième, j'étais plus dedans, quoi. Après, j'ai découvert d'autres artistes et tout, mais vraiment, la quatrième, c'était NTM et le début de Doc Gynéco, quoi. C'était, ouais. Et Jean Léon, quelque part, a participé à mon éducation dans le rap. Pourquoi? Parce que normalement, c'était pas l'image du rap, ghetto, délinquance et tout. Ah non, pas du tout, mais c'est qu'en Je suis fait... désolée, je pose la question. Moi, j'écoutais du rap à travers la radio, donc j'avais pas forcément encore d'ouverture musicale. Et Jean Léon, je sais pas alors comment il faisait, mais lui, il avait une grosse ouverture. Parce qu'il faut de l'argent aussi, alors tu sais, acheter des albums, des trucs. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, le streaming n'était pas accessible, Internet, il n'y avait pas. Donc nous, on écoutait ce qu'il y avait à la radio. Donc à la radio, tu entendais un peu d'NTM, un peu de... Voilà, moi, c'était Doc Gynéco, ça m'avait pris son album première consultation. Et il y avait aussi MC Solar. Mais MC Solar, j'avais écouté sans vraiment... c'était bien, mais c'est pas ce qui m'a fait on va dire un coup de cœur dans le rap, tu vois. D'accord. Je crois que j'avais dû écouter même un peu plus jeune, Bouge de là, ou tu vois, les morceaux d'MC Solar qui c'est début des années 90. Mais c'est vraiment NTM et Doc Gynéco qui m'ont mis dedans. Mais arrivé en troisième, donc je continue à écouter un peu de rap à travers la radio et tout. Et Jean Léon, lui, il avait déjà une grosse culture musicale, ça faut pas lui enlever. Il était, enfin lui, il parlait déjà de Time Bomb, il parlait de Marseille, ce qui se passait là-bas, il parlait de même Mafia Quinfri, il avait une très très grosse ouverture musicale rap français, et c'est lui qui nous a découvert des artistes.
Carrément. Et on faisait de longs débats. On passait des journées entières à parler de rap. Est-ce que tu te rends compte? Et ben voilà, on parlait des journées entières de rap. J'avoue, j'ai été une très mauvaise influence pour Rizwan. Parce qu'on s'est retrouvés en seconde ensemble. Ouais. Et à partir de là, c'était fini. Parce qu'on avait déjà plusieurs années de conversation de rap. Là, je l'avais à côté de moi. Mais pire encore, il faisait pire que ça encore. Parce qu'on rappait déjà à l'époque. Donc après, le rap nous a pris. Donc l'année 96, c'est là où le rap nous a pris. 96, où on a voulu tous rapper. Ça arrivait, parce que là, on habite tous les deux, enfin, la ville de Mitry. Et pour expliquer un peu aux gens, la ville de Mitry est décomposée vraiment, on va dire, en sous-ville ou sous-quartier. Et c'est vraiment bien distinct. Tu vois, tu as le côté Mitry-Clé. À Mitry-Clé, tu vas avoir Mitry-Bourg, Briqueterie, Acacia, Mitry-le-Neuf, tout ça. Donc dans chaque quartier, tu avais un groupe qui émergeait à ce moment-là. Je sais pas qui a commencé le premier, c'était peut-être le mec de Mitry-le-Neuf, je pense. Les plus anciens que je connais, c'est MAD. MAD, tout ça. Donc, Grande dédicace, MAD. Je crois que le groupe s'appelait Epoxy, ou je sais pas, j'ai une connerie ou pas. Ouais. Et c'était eux, ils avaient commencé, ils avaient transmis ça donc à leur petit de Mitry-le-Neuf. Donc moi, j'ai encore, voilà, Slimane et tout qui était dans ce groupe-là. Et donc lui arrivait, on était tous en classe de sport, donc il faisait écouter ce qu'il faisait, donc ça nous donnait envie à nous de le faire. Donc après, Acacia, Briqueterie, on a commencé à rapper tous ensemble. Il y avait un peu un esprit de compétition. Et Jean-Léon et son frère, ce qui était bien, c'est que c'était des tout-terrain, quoi. Ils étaient aussi bien avec le mec de la briqueterie qui venait rapper avec nous et tout. C'était un peu eux qui faisaient le pont entre nous et la briqueterie. Et du coup, après, voilà, on a commencé à rapper. Donc Jean-Léon, même si là, il va faire le mec, mais très fort, très fort. À l'époque où nous, on apprenait à rapper dans les temps, lui, il avait bien une longueur d'avance. Il arrivait, il découpait un truc, et vraiment, on disait comment. Et je pense qu'il avait ça dans les gènes. C'était pas compliqué pour lui de rapper dans les temps, faire rimer, trouver des phrases un peu symétriques, et tout. Il était très fort. D'ailleurs, son premier couplet, je le connais par cœur. Et je lui ai- Non. À chaque anniversaire, son couplet commence par À ça. son anniversaire. Allez. Non. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Parce que. Attends, le podcast, il est plus ciblé sur RIZ2. Mais Non, j'ai besoin c'est de- pas comme non. ça. C'est pas comme ça. Non, mais il est bien en plus, le couplet est lourd. Non, il est grave pas lourd. Mais en tout cas, bon, il rappait bien, technique et tout. Enfin, technique peut-être pas, parce que technique pour moi c'est encore autre chose, mais il a été à l'aise, quoi. Par rapport au mec qui commençait à ce moment-là, il avait déjà pour moi une longueur d'avance. Il était dans les temps, il rappait, il savait bien faire rimer et tout. Donc nous, on était impressionnés et c'était bien de rapper avec eux parce que justement, ça nous poussait à donner le meilleur de nous-mêmes. Et après, lorsque j'arrive en seconde, donc on se retrouve dans la même classe au lycée. Et là, lui, il m'engrainait, parce que lui, je pense qu'il avait fait une deuxième année de seconde, mais il était pas plus motivé que ça. Et donc, on se retrouve dans la même classe. Et là, à chaque fois, il me met avec lui au fond de la classe. Et donc, au début, je commence à suivre le cours. Donc, je suis le cours et tout. Et lui, pendant le cours, subitement, il prend son cahier à la fin de la page, et il commence une phrase de rap, et il me dit, à toi de continuer. Et donc, du coup, à ce moment-là, il décroche du cours, et on se fait écrire un texte de rap en 16 mesures, comme ça, pendant le cours. Le but, c'était de percer. C'était même pas percer, c'était de dégainer les plus grosses phrases. Voilà. Mais j'étais arrivé à mon but, hein. Parce que je le dis, ils pensent que je le vanne là-dessus, mais Rizwan était arrivé à un stade là où il faisait partie, tout artiste confondu, le genre de gars qui pouvait t'entasser le plus grand nombre de phases en une phrase. Non, mais pour de vrai. Je sais pas s'il va nous laisser. Non, mais est-ce que mon discours il a Oui, bon, après, des fois, il fait du non-sens. Il fait du non-sens. ça a jamais changé. Mais c'est à cause de lui, parce que justement, il m'avait fait écouter des rappeurs qui faisaient à fond. Donc il y avait les X-Men, il y avait ATK, il m'avait fait des Mafia Tressé, il m'a fait découvrir ces mecs-là qui faisaient des phases. Et moi, mais franchement, je le dis, Jean-Léon, il a participé à la culture de ma théorie du rap français, en fait. Parce que cette année de seconde-là, il m'a fait découvrir un panel d'artistes. Mais vraiment. ATK avec Zoxy, je me rappelle, tu faisais le refrain tout le temps en cours. Attaque à macaroni. Voilà, tu faisais il y avait la rencontre du 13e type aussi, Mafia Tressé avec Diams. Ouais. Tu vois, tous ces. Diams, je crois que quand tu pose sur ce morceau-là, elle est même pas majeure. Hein. La rencontre du 13e type et tout. Donc, il avait une très. Je sais pas d'où il est, parce que on a quasiment les mêmes moyens, tu vois. Mais il arrivait, il avait plein de trucs. Je sais pas, alors, c'était quoi ta source? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Qui m'a mis dans le rap? Je suis Sevranais d'origine, pour ceux qui ne le savent pas. Et Guillaume. Et tu peux dire, je suis de Sevran et je sais me bagarrer. Tu nais à Sevran, la bagarre, elle est dans les gènes. Sevran, c'est super guerrier de nature. Voilà. Mais c'est Guillaume de Sevran qui. Donc lui, c'est lui qui avait les CD, les disques. Et Ah tout. ouais, c'est le rap, ouais, c'est clairement, c'est lui. Et ensuite, mon cousin, mon feu cousin, qui m'a fait découvrir Notorious B.I.G., mon rappeur préféré.
Voilà, donc voilà, quelque part, on se fait tous toucher, foudroyer par le rap. Et après, Jean Léon, dans mon parcours, bon, ça devient, il fait partie de mon top 5 meilleurs amis aujourd'hui, Jean Léon. Mais en plus d'être un ami, il a en plus, tu vois, de tous mes frérots avec qui j'ai grandi, c'est lui qui vraiment m'a ramené le côté rap français, l'ouverture, écouter un peu tout ce qui se fait dans tous les départements, tout ça et tout. Et j'en suis reconnaissant parce que derrière, ben voilà, ça donnait j'ai appris à aimer le rap français à travers Jean Léon. Peut-être que si je l'avais pas rencontré, j'aurais, tu vois, découvert quelques artistes, mais sans plus. Lui, en tout cas, voilà, il avait cette facilité à te faire découvrir des gens et faire kiffer en plus ce qu'il faisait et tout. Plus le rap français que le rap US. Ouais. Et pourtant, lui, il est des deux. Ultra US. Mais, lui, il est des deux, mais moi, ouais. Jean Léon, c'est plus le rap français. Et il y a un vrai personnage du rap français qui m'a fait découvrir le rap américain, c'est Lino. D'accord. Voilà. Okay. Lino, après, il a fini la culture rap quinri avec moi, quoi, tu vois. Parce qu'à l'époque, on tournait beaucoup lui et moi en voiture. Et s'il habitait pas loin de chez moi, il m'avait dit si jamais tu as des rendez-vous, parce que moi, justement, j'étais en train de lancer mon média. Et j'avais dit, moi, tout, parce que Lino, c'est quelqu'un, quand il arrive dans un événement rap français, t'as toute la crème qui est autour de lui, quoi, tu vois. Et en fait, on a appris à ce que... J'ai fait une interview de lui, il était là, la première interview que j'ai faite de Lino. Sérieux? Il était là, c'était au studio des 2 balles et tout. Donc t'étais pas là quand j'ai fait sa première interview. Lino était posé sur un canapé. Oh là là, c'était la première. C'est la première interview. Bon, si on se retrouve un jour à 3, je vais lui rappeler une anecdote. Parce qu'on avait fait l'interview, les caméras étaient allumées et après il avait rebondi sur quelque chose, caméra off. Lino, si tu vois ça. Voilà, et donc du coup, lui il sait, enfin, Jean-Léon sait, et mes proches savent à quel point j'étais fan d'Arsenic et de Lino. Donc quand je monte mon média et que je commence à faire, dans les premiers artistes que j'ai fait, je fais quand même des artistes intéressants. Il y avait Lafouine qui sortait, Lafouine vs Laouni, il y avait Soprano qui faisait la colombe et tout ça. Donc j'avais fait des bons artistes, mais je me disais celui qu'il faut que je fasse absolument, c'est le mec que j'écoute, que j'aime depuis que je suis tout jeune, donc c'est Lino. Et donc le jour où j'ai fait sa première interview, Jean-Léon était là. Parce que c'est dans un studio où on avait un studio dans lequel on bossait ensemble et tout. Et donc ça se fait là-bas. Et du coup, c'est la première fois où je le vois. Et je suis vraiment impressionné et tout. Moi, je suis pas forcément satisfait de l'interview parce que Lino, maintenant tout le monde le sait, lui, il a un côté un peu nonchalant avec les journalistes. Mais je sais pas, est-ce qu'il le fait exprès, est-ce qu'il le cultive, parce qu'il a un ras-le-bol aussi de ce qui se fait autour du rap français, des acteurs et tout. Donc du coup, il arrive avec une nonchalance. Il le fait tout le temps, hein, mais c'est une façon peut-être de déstabiliser ou pas. Mais du coup, il a vu un peu cette nonchalance, alors que moi, j'avais préparé l'interview pendant plusieurs jours. J'avais été vraiment chercher des trucs un peu inédits sur lesquels il n'est jamais revenu en interview et tout. Mais lui, il n'avait pas forcément développé. Il avait un peu cette nonchalance. Donc moi, j'étais pas satisfait. Et après, les 2 balles, donc c'était DOC des 2 balles qui me l'avaient, parce que c'est des mecs U77 que je connaissais et tout, qui avaient réussi à me l'avoir en interview. Et il m'avait laissé une deuxième chance où je l'avais vu, parce qu'ils faisaient un making-of d'un clip ensemble. Ils avaient fait un morceau de rap tous les deux, enfin, Arsenic 2 balles. Je sais plus le titre à l'époque. J'étais venu au making-of pour le là. Et de là, il m'avait refait une passe. On avait pu discuter un peu avec Lino. Et là, après, on se recroisait de temps en temps. Et de fil en aiguille, c'est devenu, on va dire, un ami. J'ai pas beaucoup d'amis rappeurs, mais Lino, c'est un ami. Et du coup, donc à une époque, il habitait dans le 7-7 pas loin de chez moi et il faisait beaucoup de rendez-vous. Il devait sortir son 2e album solo, Requiem. Donc il faisait beaucoup de rendez-vous et je voyais que lui, bon, il était plus taxi, tout ça et tout, mais je dis, moi, je juste à côté, si t'as des rendez-vous importants, des concerts, des événements et tout, je t'emmène. Et grâce à lui, j'ai pu justement rencontrer beaucoup de monde sérieux du rap français parce que j'étais accompagné de Lino. Et du coup, à chaque fois qu'on faisait des trajets, parce que par là, il fallait commencer, boucher, Bouchon, de là où on part. Donc on avait des fois des 1h30 aller, 1h30 retour en bagnole. Et ben lui, il avait un sac à dos rempli de disques, mais rempli. Wow. Il avait des sacs à dos remplis et de rap américain. Et à chaque fois, il me faisait découvrir un disque et tout. Il me parlait un peu de l'époque, tout ça. Hein. Donc il m'a fait, on va dire, dans les grands fondateurs du rap américain, Nas, Jay-Z, tout ça, tout. Il est plus new-yorkais. Il est aussi West Coast, mais voilà. Et il m'a fait découvrir, et à travers lui, j'ai fini ma formation rap français. Lino. Mais en tant qu'ado ou dans la jeunesse, qu'est-ce qui peut t'animer? Est-ce que c'est à faire du rap? Est-ce que c'est à avoir plus confiance en soi ou c'est plus une attitude? Moi, j'ai besoin de savoir. Hein, moi, je voulais juste pour clôturer avec Lino. Peut-être que tu ne le sais pas, mais RZ2, Lino dans le top 5 des meilleurs rappeurs français, objectivement, oui ou non? Bah, bien sûr. Pareil. Si tu n'étais pas au courant, juste pour souligner à quel point ce gars-là, c'est pas n'importe qui. Lino, tu l'invites sur ton album, il repart avec ton album. C'est ce qu'on appelle brûler quelqu'un en feat. Lino, c'était une de ses particularités. Ouais. Voilà. D'accord. Ah, je respecte respect tout simplement.
Donc voilà, et je l'ai saigné énormément. Et donc ouais, ta question est très intéressante dans ce que tu dis. Moi, ça m'a aidé à gagner justement, à vaincre ma timidité. D'accord. Ok. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un de timide. Et le fait de faire du rap, de se produire sur scène, d'aller rapper en studio, parce qu'en studio il y a des gens aussi, t'es pas tout seul, donc tu vois, exposer un texte, tu vois, le faire en studio, rapper devant des gens et tout, bah forcément ça te fait vaincre ta timidité. Et derrière, bah tu vois, tout arrive en même temps, je rentre au lycée, je passe le bac, et donc moi je vais plus vers un bac ce qu'on appelle le STMG aujourd'hui, donc tu as beaucoup de matière à l'oral, de trucs, et forcément bah, tu es très à l'aise à l'oral, parce que quand tu sais écrire un texte de rap, le rapper, l'interpréter, derrière quand tu arrives devant un prof pour présenter un truc à l'oral, bah, tu es beaucoup plus à l'aise aussi. Et moi ça m'a aidé, et même en termes d'élocution. D'accord. Il n'y a pas très longtemps, parce que je fais d'autres choses à côté, j'ai passé un master à l'ESSEC, donc c'est là où j'ai trouvé, j'ai pris ça comme un compliment, donc des profs de l'ESSEC, quand je passais à l'oral, ils me disaient que j'avais une très bonne élocution. C'est-à-dire que j'arrivais parce qu'il faut vraiment respecter un timing quand tu présentes dans une soutenance à l'oral ou autre. Donc il me disait, mais tu arrives à dire beaucoup de mots, donc tu parles assez rapidement, mais tout est clair. Tout est clair, et là j'ai dit, bah, il y a eu deux formations, il y a le rap, et après j'ai aussi animé un peu comme vous une émission de radio pendant très longtemps, avec la radio Urban Hit. J'ai fait ça de 2011 à 2016, 16-17 peut-être, tu vois. Et pareil, la radio, parce que tu as un timing à respecter, la pub, tu dois annoncer la pub, revenir, tout ça à l'antenne. J'ai appris ça sur le terrain, et ça m'a permis derrière, en tout cas quand j'ai des choses à présenter à l'oral, animer une réunion ou autre, bah forcément tu es plus à l'aise aussi. Mais tout a débuté du rap. Le fait de faire du rap et tout, moi ça m'a débloqué des choses. Est-ce que ça a été un fil rouge dans ta carrière, ou est-ce que tu as souhaité être rappeur et te professionnaliser dedans? Alors, au début, quand on rappe, forcément, bon, c'est un rêve de gamin, d'ado, comme tu dis et tout. Donc au début, tu sais pas trop, t'écris, t'as envie, c'est plus la compétition en fait, parce que à chaque année sur Mitri, t'avais un concert où t'avais tous les groupes de rap de la ville qui allaient venir, donc tu veux toujours impressionner l'autre, tu vois. Et donc je me rappelle une fois, il y a eu un gros concert et le groupe de Jean est arrivé en surprise, ils n'étaient pas annoncés au départ, et ils sont arrivés en surprise, le concert de Mystique, et il y avait un putain de morceau sur scène. Donc tu vois, à chaque fois c'était tu venais avec ton truc, c'était un peu ton travail de l'année que tu venais exposer en fin d'année, donc c'était plus ça au début sans penser forcément à percer. Et après bah, au bout d'un moment, ouais, nous on a continué, parce que Jean-Loup il a arrêté, il reprenait, après il se mettait dans la prod, il a fait plein de choses, tu vois, mais nous on était vraiment que dans l'écriture, on rappait, donc le groupe qu'on avait depuis le début, on était 3-4, on a continué, moi en tout cas jusqu'au bac. Arrivé jusqu'au bac, on a rencontré un mec avec Jean-Loup, parce que forcément on n'a pas les moyens, nous, aujourd'hui c'est beaucoup plus accessible pour les jeunes d'enregistrer des morceaux et tout. Nous à l'époque c'était dur, donc on avait la MJC, et à la MJC ils avaient développé un pseudo pôle musique, et dedans t'avais un studio d'enregistrement dans un local au sous-sol et tout, et c'était Denis, enfin il y avait même Henrik à un moment, je sais plus comment il s'appelait, celui qui faisait la guitare, il se cachait à la guitare et tout, j'ai oublié son nom à lui. Bref, après il y a eu Denis, et donc Denis et moi on a vraiment bien accroché. Je pense que c'est pas forcément parce que je rappais bien, ou tu sais, il est forcément plus fort que moi hein, dans la ville, mais humainement lui et moi on a bien accroché. Donc j'étais entre guillemets, je pense peut-être son coup de cœur. Donc il s'investissait pas mal sur mon groupe, sur moi et tout. Et ce mec-là, je sais pas, enfin déjà c'est lui qui avait organisé le gros concert où il y avait Mystique à l'époque, où Mystique du 77, il était à son prime avec le morceau. Avec Karine. Ouais, c'était quoi le type de Fruit défendu. Donc il était vraiment au top de truc. Il avait fait venir, on avait fait sa première partie et tout. Et donc derrière, il avait un réseau, je sais pas comment. Il avait réussi à nous obtenir un rendez-vous avec Première Classe. Donc qui était un sous-label du Secteur A. Secteur A qui était à l'époque le Homus, le label rap français, il y avait tous les gros poids lourds du rap français qui étaient signés là-bas, il y avait Arsenic, il y avait Passy, Stomy, Doc Gynéco, tout ça et tout. Donc il m'obtient un rendez-vous là-bas, je sais pas comment il fait, et on avait une maquette de 4-5 titres, et on avait rendez-vous avec, je crois qu'il y avait Patrick, un mec qui s'appelait Patrick dans Première Classe, Patou, voilà, on a rendez-vous avec Patou, c'est Patou, il y avait un autre, je sais plus si c'était Patou ou l'autre. Bref, Stéphane. Non, mais c'est pas Stéphane Légy, c'est Patou, c'est Patou qu'on a vu. On arrive, c'est quand même quelque chose d'impressionnant parce qu'on sait que c'est des artistes qu'on écoute, qui sont signés dans ce label-là. Et moi, j'ai rendez-vous là-bas avec ma maquette et Denis. Et donc, ils écoutent l'album, la maquette. Donc, ils écoutent les 4-5 titres, ils disent que c'est pas mal, qu'il y a une bonne base. Mais qu'il faut retravailler encore le truc, c'est pas encore arrivé à maturité, et donc ils disent voilà, nous ce qu'on peut vous proposer c'est d'enregistrer dans nos studios, il y a un certain investissement à mettre en place pour sortir un premier vinyle
4 titres, vraiment bien construits, tout ça et tout. Et derrière, nous, on le jouera dans nos émissions, couvre-feu, on essaiera de placer dans des compiles, ça et tout. Mais c'est un travail de longue haleine et vous n'êtes même pas signé, en fait. On va vous accompagner. C'était peut-être une forme de coprod où on mettait de l'argent, ils mettaient de l'argent, mais dans le but mais il n'y avait rien dessus. Eux, à l'époque, ils venaient de signer Escadrille et Tandem, tu vois, première classe. Donc, et moi, à ce moment-là, je suis en train de passer mon bac. Tu vois. Non, je suis dans ma première année de BTS. J'ai passé mon bac et je suis dans ma première année de BTS. Et je me dis, et donc là, en gros, il faut tout lâcher. C'est aller là-bas, on fait un album, truc, même de l'argent. C'est-à-dire que derrière, c'est parce que nous aussi, on faisait des jobs étudiants à côté, il y en a qui travaillaient aussi. Donc c'était de rassembler toutes nos économies pour un truc où on n'est même pas sûr. Tu vois. Et il y avait justement l'ère d'Internet qui était en train d'arriver, les albums se vendaient moins, donc il y avait une prise de risque. Et donc j'ai pas pris ce risque-là. Et à ce moment-là, pour moi, ça s'est arrêté. Je savais que j'allais pas être rappeur et je me suis plus mis dans les études. Donc vraiment, début des années 2000, c'est là où je me suis dit, voilà. Le rap, c'est bien, j'ai kiffé, mais je vais pas pouvoir. Déjà, ça demande un investissement, t'es même pas sûr. Donc de là, je me suis plus mis dans les études. Mais en me disant que je ferais un truc dans le rap un jour. Donc t'as pas été déçu de cette issue-là? Non, la finalité, elle se solde par plus de 2 500 000 followers. Sur Instagram. Le média Rap Punchline, à l'heure où je te parle. Parce qu'il y a Instagram, il y a TikTok. TikTok, on a 1 100 000. Ouh. Ah oui, ouais. Oui, pas mal. Ça fait déjà 3 600 000. Un média, un réseau social qui est un peu moins aujourd'hui en vogue, c'est Facebook. Facebook, on avait plus de 3 millions aussi là-dessus. Et on a une chaîne YouTube où il y a plus de 300 000 abonnés. Et Twitter, on a 120 000, je crois. Donc ça fait plus de 4 millions. Mais notre force de frappe, c'est essentiellement Instagram et TikTok. D'accord. Donc nous n'avons pas n'importe qui aujourd'hui en face du mic. Grand monsieur habillé par l'humilité, c'est ce que j'apprécie chez lui. Mais voilà, Jean Léon a contribué à tout ça dès le début, quoi, quand même. Faut le reconnaître. Est-ce que tu... Explique-nous le parcours. À partir de quel moment il y a eu ou l'idée d'une radio ou l'idée d'un média? Comment est-ce que c'est né? Est-ce que c'est né d'une façon informe ou déjà concrète à bâtir? Je vais t'expliquer du coup, donc c'est bien parce que ça fait la transition. Donc là, on est au début des années 2000, je suis en première année de BTS et je me dis voilà, je serai pas rappeur, mais je ferai un truc dans le rap. Soit producteur, soit alors média à l'époque, je pensais peut-être pas forcément, mais soit producteur d'artistes, soit dans l'événementiel. Mais j'avais mon frère qui lui aimait bien organiser des concerts, des événements dans la ville, ça cartonnait, et des compiles, tout ça et tout. Donc on se disait il y a un truc à faire. On le fera peut-être pas, on sera peut-être pas face caméra, donc peut-être derrière la caméra, peut-être en coulisses, mais il y a un truc à faire. Donc je rentre en BTS, et ce qui est bien le BTS, moi je fais à l'époque le BTS force de vente, et tu apprends plein de choses dans le marketing, dans la sortie d'un produit. Petite parenthèse. Un des points forts au niveau professionnel de Rizwan, marketing, ce type ne blague absolument pas. Ouais, en tout cas, voilà. Boxe avec les mots en marketing. Donc j'ai appris des choses en cours, et je me disais, je savais que j'allais un jour faire un truc à mon compte, mais je voulais pas faire un truc parce que c'est un créneau, c'est intéressant, c'est pas un truc qui me plaît de base, mais je voulais un truc qui me plaît. Donc le rap, ça me plaisait. À cette époque-là, quand je suis en BTS, je fais pas forcément le lien, mais je me dis il y a un truc à faire, donc je découvre le marketing. Et notre premier gros coup, donc là on est en 2001 quand je rentre en BTS, c'est en 2003, 2001, 2004. On organise un battle rap dans la ville. Et on fait venir Cynic, Haroun de la Secret Connection et Jekyll des 2 balles, qui sont à l'époque quand même. Cynic est vraiment en train d'arriver, il y a un gros engouement en lui, il n'a pas sorti sa première mixtape, mais il y a un très gros engouement. Et 2 balles et Haroun de la Secret Connection, c'est déjà en place. Et nous, et justement, parce que j'ai découvert Cynic dans des battles, parce qu'à l'époque, je sais plus comment ça s'appelait. Ouais, mais tu sais, le truc de téléchargement, c'était Emule là. T'avais tout le dégaine ton style. Ouais, tout le dégaine ton style qui était. Cynic dédicace. Qui était en stream en fait là-dessus, tu pouvais télécharger tous les extraits. Donc ça m'avait donné envie de faire un truc comme ça dans la ville. Et franchement, avec le peu de moyens qu'on avait, la ville nous avait laissé une salle à disposition. On avait organisé un très gros battle avec donc Cynic, Haroun et Jekyll des 2 balles dans le jury. Et donc en faisant ça, donc là c'est de tout créer. Donc tu pars d'un truc, le produit c'est l'événement, et derrière il faut le marketer, il faut faire la pub, il faut faire venir. On avait rempli la salle, elle était pleine à craquer, on avait fait payer l'entrée, on avait fait tout le visuel, on avait créé nous-mêmes des flyers, des trucs. Donc c'était un premier pas dans le rap business, tu vois, de créer un événement
et de faire venir du monde. Et après, il y avait tous les rappeurs de Tremblay, de Villepin, de Vitry, de Villeparisis qui s'affrontaient sur scène. Bon, après, nous, le problème... C'est parti en vrille. Dans le 91, ils avaient une maturité hip-hop que nous, on n'avait pas encore dans le 77 et dans le 93. C'était trop... Il y a la confrontation. Tu prends un gars du 7-7 qui est en train de terminer un gars du 9-3, ça pouvait pas bien se terminer. Et là, Jean-Loup peut te faire les meilleurs sketchs parce qu'il était là, ta maturité. J'étais grave là quand c'est parti en vrille. Mais c'est pas bien, parce que moi, je vais faire en mode van. Je dirais juste que dans le jury, il y en a un, il nous a fait une Gérard Majax. Dès que c'est parti en bagarre, il y avait des rideaux derrière lui. Je sais pas si lui, c'était le seul siège qui était automatisé. Il a reculé en arrière, coup de rideau. Donc c'était très très chaud, c'est parti. Il y a eu c'est tôt dans la soirée. C'est parti, Alors c'était très très chaud. Mais en tout cas, l'événement, tout le monde avait entendu parler, on avait créé un buzz de fou dans le coin et tout. Donc je me suis dit, il y a un truc à faire. Donc là, on est en 2004. Et donc je suis auditeur de rap, mais je suis plus vraiment activiste, je rappe plus, tout ça et tout. Et arrive 2006, mon petit frère monte son groupe de rap avec ses potes et tout. Et on commence à écouter, c'est pas mal tout ça, alors qu'au début on les prenait pas au sérieux, et on part sur la production d'un album, donc tu vois on est en 2006, et l'album il sort que en 2010. Non, 2010, Ah oui. ouais. 2010, oui, exact. 2010. Ouais. Donc c'est quand même 4 ans de boulot, parce qu'on les prend vraiment au berceau, donc Alors il y en a un qui était très très bon dedans, dans le groupe, donc lui tire les autres vers le haut, Et le tout aussi. Et donc derrière ils font leur premier album sur 4 ans, donc qui commence à la MJC de Mitry quand même, hein. Les premiers sons sont enregistrés à la MJC de Mitry, tout ça, donc Jean-Léon participe, il leur fournit les prods et tout. L'héritage de Denis. Et du coup, c'était notre premier projet à tous. Avant ça, on avait voulu avec Jean-Léon faire une compile, mais on ne sait plus pourquoi on l'avait apporté, c'était compliqué, on voulait faire un truc RERB. Oui. On voulait faire poser parce qu'à l'époque, tu avais des rappeurs de la ligne RERB, enfin de chaque ville de la ligne, et qui avaient chacun un buzz, quoi, tu vois, et ça commençait du 91, parce que Cynic, tout ça, Massy Palaiso, et ça descendait jusque chez nous, où tu avais Sevran qui était en train d'arriver, Tremblay, il y avait Larsen, il y avait les mecs il y a la Courneuve, Alibi Montana, Tandem, on voulait faire sur chaque ligne, tu vois, un vrai concept RERB et tout, mais comme c'était trop gros et tout, après on a laissé tomber, et on s'est concentré sur l'album du groupe de mon petit frère, donc ça fait Tiers-Monde au départ, et après La Voix du Peuple, et tu vois, c'est du rap business, parce que d'un côté, il y a la création de cet album, donc le fait de créer l'album, de fournir les prods, d'écrire des textes, tu vois, avoir une thématique et tout, et de l'autre côté, c'est de le marketer, trouver un distributeur, le vendre en bac, tout ça, et donc c'était faire des clips, faire la promotion, aller chercher les médias pour faire la promotion, donc il y a eu tout un travail marketing à faire autour de l'album. Donc il y a le premier album qui sort en 2010, et à ce moment-là, en 2010, moi je suis en plein feu de l'action, parce qu'à travers ce truc-là, ça va permettre de développer plein de réseaux. Je parlais avec les gens de Génération, je parlais avec des gens qui avaient des médias, à l'époque tu avais Daoud, Passion Hip Hop, donc ça me permet de voir comment le traitement des médias, du rap, à ce moment-là, on est à la naissance du digital. Oui. D'accord, c'est la naissance 2009, 2010. Tu as les magazines de rap qui sont en train de disparaître un par un. Tu viens dans la fin des années 90, 2000, tu as au moins 10-15 magazines de rap, hein, genre, si je me trompe. Ouais. Radical, Rap Magazine. Rap Magazine, il y avait plein de... Et là, on arrivé en fin d'année 2009-2010, il doit peut-être rester 1 ou 2 magazines. Donc la presse écrite du rap est en train de disparaître, le digital est en train de naître, et en fait j'étais au bon moment, tu vois, j'étais là au bon endroit, au bon moment, c'est comme ça qu'on dit, et je suis en train de manager un groupe, et je suis en train de voir les médias rap. Alors il y a des trucs, il y avait des structures déjà sérieuses à l'époque, comme Bouscapé, Rap Elite, c'était sérieux, et t'en avais d'autres où tu voyais que c'est un peu artisanal, c'est un peu par moment, entre guillemets, il y a du vedettariat aussi, tu vois. Bouscapé qui s'appelait Un Gangsta à l'époque. Ouais, et donc du coup, tu vois, c'est tout, on a la création, et je me dis, et comme je galère justement à développer le projet du groupe de mon petit frère à travers les médias existants, je me dis putain, pourquoi pas faire un média. Et donc quand l'album sort, en 2010, il sort en mai 2010, ils font la rencontre d'un rappeur qui s'appelle Sikou MC, où ils avaient fait un featuring ensemble, et Sikou il avait son petit prime à ce moment-là aussi, donc très demandé dans des featuring, dans des radios, dans des concerts de ville, etc. Donc il les prend un peu sous son aile, parce que je m'entendais bien aussi avec son manager, et du coup ils font des petites tournées avec lui, et on commence à développer du réseau, et donc on est en mai, arrive en octobre, dans notre ville, il y a le concert de Bal Arsenic. Et pour moi, c'est une date mythique parce que de Bal Arsenic, c'est deux groupes que j'ai saigné, et surtout Arsenic, tu vois, Lino et tout, c'est un mec que j'ai saigné grave et tout. Donc j'arrive à les mettre en première partie de ce concert-là, parce qu'il y avait un petit buzz, parce que les deux Bal avaient un peu entendu parler d'eux aussi et tout, c'était des mecs du 7-7, donc pour moi, c'est vraiment une consécration. Et j'arrive à les mettre en première partie, et ce jour-là, Tounsi, que tu appelles Tounsi, donc il fait le concert,
mais il est pas à fond. Derrière, je dois lui faire présenter Arsenic, Lino, il est en loge, il a bien aimé ce qu'ils ont fait sur scène. Il me dit, ouais, je peux faire une. Enfin, moi, je lui demande s'il peut faire une vidéo avec lui, genre il freestyle, Lino, il est à côté et tout. Il me dit, ouais, il n'y a pas de souci. Mais lui, il est dehors, on galère. Et bref, on rate l'occasion de faire une bonne vidéo avec Lino. Et après, au retour, on s'embrouille dans la voiture. Et lui, le lendemain, il me dit, ouais, de toute façon, j'ai envie d'arrêter. Moi, je suis plus dedans. Il avait la religion d'un côté, ses aspirations personnelles et tout. Donc, du coup, l'album, ça fait moins de 5 mois qu'il est sorti. Et d'un coup, tu vois, on va devoir arrêter de le promotionner, d'aller parce qu'il y a un des deux artistes qui veut qu'ils sont que deux, il y en a un des deux qui veut plus. Donc du coup, là, moi, vraiment, pour le coup, je suis en plein feu de l'action et il y a une pause d'un coup. Et je me dis, mais non, je vais pas. Là, par contre, tu vois, il y avait un truc qui est parti. Et je me rappelle, je sais pas si vous vous souvenez, en 2010, c'est là où il y a eu les plus grosses tempêtes de neige en Ile-de-France. Et on pouvait plus sortir en bagnole. Enfin, ils avaient pas salé les trucs et tout. Donc on se retrouve un peu confinés pendant un week-end, chacun chez soi et tout. Tu peux pas trop sortir. Et c'était encore à l'époque d'MSN. Et moi, je parlais avec ce qu'on appelle à l'époque Rap de Test. Ils mettaient des clips en ligne. C'était un forum où ils mettaient que des. Mais c'était pas encore bien structuré. Et je parlais avec le fondateur de ce truc-là. Parce que je lui ai envoyé des clips et lui était très réactif. Quand je lui ai envoyé par la MSN le lien YouTube, il le mettait direct dans la soirée, le lendemain ou plus tard, il mettait le clip en ligne et tout. Et on parle, lui et moi, et il me dit, moi j'aimerais que le forum, j'aimerais vraiment le transformer en vrai média, site avec une partie interview, une partie article, une partie clip, tout ça et tout. Et il me dit, en plus je suis très fort sur les réseaux sociaux, regarde, j'ai développé un Facebook, il y a tant d'abonnés, nanana et tout. Et moi je me dis, bah vas-y, moi je suis sur place, lui il habite à Nancy. Moi j'étais de Paname et je dis ouais, je traîne avec Siko MC, il connaît plein de monde, il connaît plein de managers, producteurs et tout, il y a moyen d'avoir des artistes rapidement et tout. Et le lendemain, je me rappelle, je vais à Darty acheter une caméra, c'était une première caméra avant les 5D et tout, c'était les caméscopes HD et tout. Et je demande au vendeur, je dis voilà, je veux faire des trucs pour mettre des vidéos sur le web. Il me conseille une caméra, je crois à 500 €, un truc comme ça, il me dit c'est très bien, tu vas pouvoir filmer avec ça, tu auras une qualité HD, nanana. Et avec cette caméra, je l'embarque avec moi et à chaque fois que je suis avec Siko MC, à l'époque, quand il faisait un concert avec Canardo qui était là, donc j'ai filmé Canardo. De Canardo, je me renseigne un peu de l'équipe, de la fouine qui manage la fouine, tout ça et tout. J'ai les contacts, et de là, je contacte les managers, et après, je vois que je fais une interview de la fouine. Et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment à la naissance du truc, du média digital, parce qu'on te dit oui facilement. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a un besoin, parce qu'il n'y a plus vraiment de presse écrite, il n'y a plus de médias, Rapspé, couvre-feu, tout ça et tout, il n'y a plus. Donc il y a une demande. Donc tu vois rapidement qu'il y a un besoin. Et au début, je pense pas faire d'études. Juste le fait d'arriver et de poser mes questions à un artiste parce que j'ai écouté son album, il y a des trucs qui m'ont interpellé et tout, je kiffais, tu vois. Et donc là, on est en 2010. Et à partir de 2012, il y a déjà le modèle économique qui est en place, les labels indépendants qui nous prennent des espaces pubs, les maisons de disques qui commencent à investir aussi sur des espaces pubs. Et c'est là que ça démarre, en fait. Avec des vrais cartons pleins. Ouais. Le guide de foot. Le truc, des missions foot que vous aviez fait avec les Marseillais et tout. Ah, eSports, ça a été notre plus gros contrat. Ben oui, c'est. Nous paierons le montant. Mais voilà, en tout cas, ça a commencé comme ça. Donc, on a investi au début, quand tu regardes, on a sorti, parce qu'après, j'ai sorti le deuxième projet de mon petit frère aussi. On a sorti des albums, on n'était pas forcément gagnant, pas perdant non plus, mais tu investis, tu récupères un peu ce que tu as mis. Donc, tu es un peu à perte au départ, mais après, vraiment, l'arrivée du média, je pensais pas un jour gagner même de l'argent, et j'ai gagné beaucoup d'argent avec le média de 2012 à. Non, Rap Punchline, je suis très content que tu dises. Rap Punchline, Rizwan fait partie de ces gens qui ont pu vivre. J'ai eu, on va dire qu'on a eu une belle période, parce qu'on était à la naissance du truc. Après, aujourd'hui, on est toujours là, mais forcément, t'as une concurrence qui arrive, et puis nous, on prend de l'âge. Donc moi, j'ai cet avantage, je mets souvent des jeunes sur le terrain, et je les responsabilise, et ils sont très bien commissionnés par rapport au travail qu'ils fournissent, etc. Mais après, voilà, tu peux pas être tout le temps à ton prime tout le temps, en fait, tu vois. Mais en tout cas, quand on a eu notre prime, on a été très bien. On a bien, que ce soit mon associé ou moi, on a très bien gagné là-dessus, et ça m'a permis de faire d'autres investissements. C'est laquelle des caps que tu préfères entre producteur, rappeur, média ou organisateur d'événements? D'événementiel, je te dirais. Ouais, média. D'accord. Mais vraiment avec le combo Rizwan et Yaya qui est mon associé, parce que moi, j'ai pas la prétention de dire tous les réseaux sociaux, c'est Yaya qui l'a développé. Mais il l'a développé parce que Rizwan lui donnait de la matière. Tu vois, parce qu'on avait des interviews exclusives, parce que lui aussi il avait des fois aussi, après il faut être à l'affût de l'actualité, donc il balance des news en avant-première et tout. C'est ce qui fait que derrière lui, il a été visionnaire parce qu'il s'est dit oui, il y a un média web à faire. Mais il y a les réseaux sociaux aussi. C'est deux choses différentes.
il faut faire le média, mais il faut développer les réseaux sociaux. Et lui, très rapidement, il s'est spécialisé. Alors que c'est que récent qu'on a le poste de CM Community Manager, c'est que récemment qu'on entend ça. Mais lui, en fait, déjà, en 2007-2008, il était déjà CM, il s'intéressait aux réseaux sociaux, à comment développer un algorithme et tout. C'est un mec qui s'est spécialisé là-dessus. Et du coup, la rencontre des deux fait que ça a créé ce truc-là, tu vois. Est-ce qu'on peut dire que le point fort de Rap Punchline, c'est ça, sont ses réseaux sociaux? Ouais. Ouais, très clairement. Par exemple, tu vois, Bouscapé, quand on arrive, eux, c'est vraiment... c'est une marque sur le web. C'est-à-dire que c'est Bouscapé, quand moi j'arrive, en tout cas en 2010, les gens se lèvent le matin et ils tapent bouscapé.fr ou .com, je sais pas, bouscapé.com pour aller sur Bouscapé. Donc c'est un réflexe qu'ils ont de taper le nom du site et aller sur le site pour voir les dernières sorties, les derniers clips, les dernières interviews, freestyle, etc. Nous, quand on arrive, alors effectivement on développe le web, mais nous, c'est les réseaux sociaux. Les gens viennent chez nous grâce aux réseaux sociaux. Parce que ceux qui vont scroller sur Facebook le matin vont tomber sur un article et que vous, que moi, mon associé maîtrisait très bien l'algorithme, les trucs et tout, donc nos articles étaient pas mal bien mis en avant sur Facebook et du coup tu découvrais mon média à travers Facebook. Donc c'est notre façon de travailler, mais qui nous a permis de gagner beaucoup de temps. Parce qu'on n'était pas forcément bien identifié sur Google, mais Facebook a fait le taf. Ça fait le boulot. On t'a retrouvé dans des émissions comme Grace TV, Rentre dans le cercle, de Fianso, dédicace. Fianso, qui est aussi devenu un ami. Main sur le cœur, Fianso, je me souviens avoir vidé son frigo là où il y avait des coca. Ah bah tu venais toi au début, Coca dans le studio de Cadimé. Non, j'avais bu ça. Je croyais qu'il allait s'énerver, non? Et justement, toi qui étais là au début, parce que ça, j'en parlais, mais tu voyais cette fibre en lui qu'il allait un jour péter ou pas quand tu... Parce que tu avais des débats, des trucs comme ça. Le témoignage que j'ai à dire sur Fianso, j'ai beaucoup de respect pour... et c'est quelqu'un qui me fascine. Et mon discours n'aura jamais et ne changera jamais là-dessus. J'étais sûr, pour moi, Fianso, je l'assimile à un phénix. Parce qu'à l'époque du studio, là où il était avec... avec Julien, Ryan, il lui aurait été arrivé une mésaventure. On avait vidé leur studio, je crois. Ouais. Pour moi, Fianso, il ne devait jamais se relever de ça. Ouais, ils avaient perdu toutes les... On dit souvent que quelqu'un était au sol, mais lui, il était au niveau -1. -20 même. Et quand je le vois de là à rentrer dans le cercle, et maintenant je le vois, il a les chemises ouvertes comme ça, on dirait Dylan McKay de Beverly Hills sur des films. Mais chapeau. Chapeau total. Fianso, mais sa réussite là où elle est, il est parti la chercher, clairement. Bah oui. Et c'est un vrai type du 9-3. Et il avait des bourbiers, il avait des grands bourbiers là-bas, là dehors. Ouais. Et le voir là. Bah voilà, quelqu'un comme Fianso, ça a été une belle rencontre et lui aussi m'a ouvert plein de portes, comme Nino. Main sur le cœur, ce type. Et donc ça m'a permis aussi de développer encore plus le média en rencontrant Fianso. Fianso. T'as pas peur, chez les écrivains, parfois ils ont peur de la page blanche. Est-ce que toi ou tes collaborateurs, vous avez parfois peur de la page blanche, de ne pas pouvoir acheter quelque chose? Je te cache pas, on va dire que quand justement je te parlais d'un prime 2012, 2018, 2019 c'est notre prime, et de 2019, 2018 à 2020, 2021, on a cette peur là parce qu'on voit qu'il y a d'autres médias qui sont en train d'émerger, qu'il faut se renouveler, mais c'est là où mon associé et moi, on a d'autres choses à côté, tu vois. On a des formations, c'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, tu as vu, j'ai un boulot à côté, j'ai passé un master justement en 2018 où j'ai fait le choix soit de me mettre à fond dans le média ou soit de passer ce master-là, mais le fait d'avoir des diplômes fait que demain, si tu reviens sur le marché du travail, tu peux retrouver du boulot facilement et tout, et monter aussi des petits business à côté. Donc du coup, on a préféré plus, on va dire, diversifier un peu nos investissements et ouvrir d'autres trucs qui nous sécurisent. Et du coup, après, à partir de 2021-2022, surtout qu'il y avait la phase Covid qui était passée, tout ça et tout, on était plus détachés. Maintenant, c'est... aujourd'hui, Rap Punchline, c'est notre récréation, mais lucrative. Tu vois, on peut faire des tubes. Après, on ne court pas forcément... Des fois, avoir des gros OP, on va être content, mais on n'est pas dépendant, tu vois, de ce truc-là. Et c'est ce qui nous permet de garder ce truc un peu de passionné aussi. Tu vois, tandis que si on était que à fond et on vivait que de ça et tout, bah derrière ça te crée du stress, des trucs, et donc on n'a plus cette appréhension-là en fait. On est là, on sait qu'on est une marque, à chaque fois qu'il y a, tu vois, si je te parle depuis la rentrée, on a Netflix qui a bossé avec nous pour la sortie du film La Cage, tu vois, par exemple, qui a bossé avec nous
en marketing. Il y a aussi le gros événement où on a appelé, mais plus pour d'édito, Golo et Richie, je sais pas si tu vois, le film il sortait, on a été contacté pour les faire en interview. Quand tu as des, tu vois, tout ce qui touche à l'urbain, on pense toujours à nous. C'est-à-dire que quelque part, on fait le boulot. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils savent qu'on a une bonne caisse de résonance, qu'on fait de l'audience, on couvre des sorties d'albums en termes de promo ou marketing, tu vois. Et donc du coup, et maintenant, et après pour moi, il y a toujours à se renouveler. Tu vois, actuellement, ce qui cartonne beaucoup, c'est de faire des brand content. C'est les marques qui veulent se tourner vers l'urbain. Et donc, au début, ils bossaient beaucoup avec les influenceurs. Mais maintenant, vu que ça n'a plus trop bonne presse, les influenceurs, donc ils se tournent plus maintenant vers des médias. Et donc, du coup, c'est de travailler une sortie d'une paire de baskets, par exemple, chez Nike, avec un média urbain, mais tout un truc autour, avec des épisodes, des trucs, un artiste, une égérie. Et tu vois, tout ça, il y a un truc à faire, donc ça m'intéresse aussi. Et je suis en train de me mettre dessus, en fait, tu vois. En termes de finances, est-ce que dans l'investissement, il y a eu énormément de pertes? Non. Est-ce que tu as mis de l'argent et puis tu en Bah, tu vois, en tout cas, dans le média rap, l'investissement, on va dire au début, c'est de 2010 à 2012, c'est l'humain. D'accord. Du temps. Ma femme est enceinte de ma fille, au moment où moi je suis à fond avec Lina en train de traîner dehors, aller en studio, chercher des écus et tout. Elle est à 2 mois d'accoucher et je sais que des fois elle met des coups de pression au téléphone, tu vois, en me disant ouais, tu vois, il aurait pu se passer un truc ce soir, t'étais injoignable parce qu'on allait souvent dans le studio de Teufa, je sais pas si je t'ai déjà emmené là-bas. Au sous-sol, à côté des champs, là. Sur les Champs-Élysées, et là-bas tu captais pas, tu vois. Donc tu captes pas, t'as pas de réseau, ta femme elle est enceinte, c'est vrai qu'il peut se passer un truc. Et du coup j'étais tellement dedans. Time out. On a parlé de la femme. Je profite de ce moment pour passer une grande dédicace à madame. Elle se reconnaîtra. Madame E. Elle a été très patiente, tu vois, parce que là, il n'y avait pas de thune qui rentrait et il y a beaucoup d'investissements humains. C'est-à-dire que moi, la journée, je bosse et après, le soir, je suis avec ma caméra et des fois, je viens avec que dalle, des fois, je viens avec des belles images. Donc, c'est beaucoup d'investissements humains pendant 2 ans, mais après, une fois que tu as fait le taf, que les gens commencent à regarder, tu fais de l'audience, tu as des réseaux sociaux, t'es un média vraiment, tu vois, à part entière, du coup, après, l'argent commence à tomber. Et pour le coup, ça fait que tu parles de madame, le premier gros chèque que je prends, ça doit être en novembre 2011 ou 12, je sais plus, 12 peut-être. Et ouais, en novembre 2012. Et elle, son anniversaire, c'est en décembre. Et du coup, je lui fais une surprise, je prends son répertoire, j'invite toutes ses copines, ses trucs et tout, je réserve un resto, et donc c'est moi qui paye en plus pour tout le monde, et je lui fais une surprise pour son anniversaire, parce que je lui dis, c'est la première qui mérite, c'est elle, parce que pendant 2 ans, elle a rien dit, tout ça et tout, donc du coup, le premier chèque, c'était pour elle. J'ai invité tout, et c'était une surprise, tout ça et tout, elle était contente. Et je crois qu'on venait d'avoir, la petite Sakina venait de naître et tout, donc du coup, en plus, ça nous permettait de se retrouver, tout ça et tout, donc j'avais fait ça, pour marquer le coup. Tu vois, quel homme. C'est très rare. Ouais, parce que comment ça, c'est rare? Mais oui, moi, c'est la première fois que, à part dans les films, il vient de te montrer que c'est grave pas rare. Non, mais c'est grave beau. Et c'est quoi ce sous-entendu? Je connais ton mari, hein. Fais très attention, il est sympa ce type. Ça serait une table à canne. Mais ouais, est-ce que tu sens que tu es responsable quand même de la culture? Est-ce qu'il y a un poids? Elle, tu sais qu'elle pose des vraies questions. Hein. Oui, et ben là on va rentrer dans le dur. Elle pose des vraies questions. On va rentrer dans le dur. C'est des vrais questionnements. Pour moi, non. Enfin, il y a eu les rappeurs. Pour moi, c'est les rappeurs. La culture, il y a eu les fondations, c'est eux, hein, ce qu'est le rap français aujourd'hui. Après, oui, à mon humble échelle en tant que média, on a apporté des trucs, on a relayé des trucs, on a donné de la force à des artistes. Vas-y, Jean-Claude, dis, c'est un truc à dire. Justement, Rap Punchline, par rapport au hip-hop, où se situe Rap Punchline? Parce que là, on reste quand tu parles de culture, c'est de quelle culture qu'il s'agit? La culture dans son ensemble, celle de Jacques Lang. Et ensuite, j'allais déboucher sur le hip-hop. Mais oui. Non, après, tu peux pas dire que nous, le hip-hop, c'est quand même plus gros. Hein. Moi, je te parle rap français. Hein. Rap Punchline, c'est rap français. Hein. Après, hip-hop, c'est plus gros. Tu vois, je peux même pas dire que nous, le hip-hop, on englobe tout, la danse, le graphe, le rap américain. Le rap, c'est une discipline du hip-hop, mais est-ce que l'esprit hip-hop demeure dans Rap Punchline? Voilà ma question. Et qu'est-ce que tu appelles l'esprit hip-hop, par exemple? Allez, un cas très 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 précis. Est-ce que vous vous êtes déjà vu refuser le chèque d'un label ou d'une structure, qu'importe, parce que l'artiste ne vous plaisait pas? Alors, à 2 fois, ça je l'ai jamais dit. On a refusé
il y a forcément, quand on était au top du top, quand on a sorti l'application, parce que là, ça devient, pour les spécialistes du marketing, ça devient des bases de données, des statistiques, il y a des trucs, hein, ça devient très intéressant. Quand on sort l'application en 2017, on sort une application, donc c'est les premiers médias rap à sortir une appli, Je me rappelle. avec une grosse interview de Rof en exclu sur l'application, pour booster les téléchargements. La première semaine, on fait 20 000 téléchargements, on est devant BFM, devant les applis qui existent, il y a un Parisien qui me contacte, il y a BFM Business qui me contacte, qui voulait que je vienne sur plateau pour en parler, donc il y a un gros truc à ce moment-là. Et c'est là que débouche le contrat avec eSport, où on fait un très gros contrat à 5 chiffres, tu vois, et bien juteux. Donc tu vois, il y a plein de trucs, et donc forcément, et donc on a été démarchés, nous, par des boîtes, par des startups ou des grosses boîtes pour nous racheter, et c'était des chèques, on était par exemple du demi-million pour une offre de rachat global. Mais, et en plus, ils nous gardaient en tant que salariés dans le truc. Est-ce que c'était pas histoire de vous anéantir? Mais là, de vous déshypopiser, par exemple. Alors que tu pars d'un investissement zéro et qu'on te propose un chèque à 500 000, tu vois ce que je veux dire? Tu peux craquer. Mais là, à ce moment-là, une conscience. Parce que les gens qui veulent nous racheter, ils n'ont pas nos codes, ils n'ont pas nos trucs, qu'est-ce qu'ils vont faire du média? Mais il y a l'argent. Oui, mais c'est là où je dis, quand ils disent qu'on a eu l'esprit hip-hop, là par exemple, je ne sais pas, est-ce que ça arrive? Là, pour moi, oui. Là, pour moi, on a eu l'esprit hip-hop. Là, on s'est dit non. Parce que, alors, il y avait ça aussi, et de l'autre côté, alors je sais pas si c'est l'esprit hip-hop, mais mon associé m'a dit, ouais, je me rappelle une fois, parce qu'on s'était donné l'été pour réfléchir, lui et moi, on avait une vraie offre claire, hein. Et puis on avait tapé la boîte sur société.com et tout, enfin, ils avaient les fonds, hein, c'était pas du bluff. Hein. Donc, ils nous font la propale fin juin, et on leur dit, bon, on se laisse l'été, on revient vers vous. Et lui et moi, c'était pas, enfin, tu vois, Yaya et moi, en vacances et l'été, lui et moi, on décroche complètement, tu vois, on aime bien se déconnecter, donc on n'avait pas forcément, on s'était parlé vite fait par message ou autre, on n'avait pas reparlé de ça. Et je me rappelle qu'on revient à la rentrée, et tu sais, pour nous, chaque rentrée, c'est comme la rentrée scolaire, c'est, tu vois, qu'est-ce qui va se passer, c'est nous qu'allons faire, on va voir quel est le plan, quel est le projet et tout, et on se parle lui au téléphone, et il me dit, j'ai alors, t'as pensé à l'offre et tout? Et il me dit, t'as vu, s'il nous propose 500 000, c'est qu'on veut le double. Donc vas-y, laisse tomber, on va continuer, et voilà, si on vendra un jour, on vendra le double, tu vois, mais en gros, voilà, c'était ça, et du coup, on a dit non. Mais parce que aussi, à la base, les mecs qui voulaient nous racheter, ça avait rien à voir. Et surtout qu'ils voulaient vous faire de passer d'indépendant à salarié. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc, et les marques, quand les marques viennent, les marques n'ont jamais porté le hip-hop. Quelles qu'elles sont, hein. Le hip-hop, c'est un mouvement qui s'est fait par lui-même. Et quand je vois d'autres qui viennent se greffer, je ne le vois, c'est très personnel, mais je ne le vois jamais d'un point de vue positif. Après, je suis d'accord avec toi, tu vois, par exemple, on va te prendre un cas concret. Tu prends Lacoste Arsenic. En 90, tu regardes le clip Box avec les mots, pour moi, c'est une pub Lacoste. Oui. C'est une pub Lacoste. Et ils ont joué, ça a eu un impact. Je sais pas ça combien. donnait envie de porter du Lacoste. Tout le monde a acheté du Lacoste. Je sais pas combien de survêtements Lacoste tu vois dans le clip, ils ont un truc, mais il n'y a pas de partenariat, rien, c'est eux qui achètent avec leur propre fonds. Et à l'époque, Kenzie du secteur A veut démarche Lacoste pour créer un vrai truc comme on fait aujourd'hui. Sauf que pour moi, à l'époque, les mecs qui étaient en place à ce moment-là, les chefs marketing, tout ce que tu veux, et c'est peut-être des anciens qui sont pas ouverts à la culture, et du coup ça prend pas, et en gros il n'y a pas de partenariat. Maintenant, tu regardes 20 ans après, ils sont devenus égéries de Lacoste, et parce que les mœurs sont changées, parce que les mecs qui viennent d'arriver, c'est les mecs qui ont écouté Arsenic, et du coup ils se sont dit, même on s'en veut, et pour nous c'est normal qu'on vous mette aujourd'hui égérie. Ils se sont même excusés, il y a eu des réunions de fête, et derrière ils les ont récupérés. Donc quelque part je me dis c'est bien, parce que maintenant les mœurs sont en train de changer. À l'époque, mais elles changent parce que les finances... Il y a l'aspect financier derrière, ils savent que c'est un marché porteur. C'est le tennis, c'est vraiment une culture de... Pourquoi je rebondis là-dessus, RZ2 il y a une interview chez Grace TV, dédicace Grace TV. Dédicace. Et dedans, tu avais utilisé un terme, consommateur, et ça m'avait dérangé. J'avais discuté avec un ancien qui est un gros défenseur de la culture hip-hop. Et lui, il fait une dissociation entre consommateur et être acteur. Pour moi, tu es un acteur, donc parler de consommation, c'est une fausse note dans ton discours. Ah d'accord, pour toi, il ne faudrait pas parler de consommation? Non, en fait, c'est... Quand tu streams un album de rap, tu consommes, tu fais quoi en fait? Non, j'écoute, je déguste. Oui, mais quelque part, quand tu prends un abonnement... Oui, dans ce sens, quand tu achètes un album de rap, quand tu achètes une place de concert... Non, si j'achète une place de concert... Je soutiens l'artiste avant tout. Oui, mais t'es consommateur.
Il n'y a pas d'autre façon de le soutenir. Si je lui dis, si je lui envoie, c'est du lourd ce que tu fais, c'est soutenir, mais ça ne va pas financièrement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais après, c'est une notion, c'est des termes. Pour moi, c'est de la consommation. Mais marketing, mais c'est une culture. Oui, mais en fait, c'est gratuit, la culture, elle serait où? Comment la culture... Comment les artistes vivraient, en fait? Cette culture, elle est venue sans argent. Elle a eu cette émergence sans thune. Faut pas oublier ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, les plus gros artistes, même Rap Carry et tout, c'est du business. Il y a un qui est gratuit. Non, je suis pas sûr. Enfin... Si tout était gratuit, tu peux pas ramener le truc aussi loin. Il faut de l'argent, je suis d'accord. Il faut le business. Et comme tu l'as très bien dit, il faut que ce soit fait par des personnes qui connaissent ça. Voilà. C'est pas une attaque que je suis en train de te faire, parce que je sais tout ce que tu as mis dedans. En fait, je voulais être rassuré, savoir si tu savais prendre le recul nécessaire et tu dissociais bien la partie marketing de la partie acteur même du mouvement, avec tout ton background dedans. Ouais, après, tu sais, des fois, tu peux pas dire oui à tout, tu peux pas tout accepter. Nous, par exemple, pendant très longtemps, on disait non à tout. Et toujours, d'ailleurs, tout ce qui est jeu, tu vois, Betclic et tout, on aurait pu prendre énormément de thunes. Ils nous proposaient vraiment des contrats très intéressants sur l'année et tout. Mais tu vois, avec mon associé, on avait une conscience, on disait non, ça, on ira pas. C'est important de l'entendre. C'est important de le dire, parce que je connais pas les autres médias, mais je sais qu'il y en aurait qui seraient capables de glisser dans ce genre de dérive, et que ce serait pour moi une porte ouverte à la chute de la culture. Mon associé, je sais pas, tu l'as déjà vu, Yahya, ou pas? On s'est vu une seule fois. Lui, il est vraiment, alors lui en plus, il est très très droit. Lui-même, il refusait, parce que notre Instagram, c'était 15-24, vraiment le cœur de cible. Et lui, il refusait. Des fois, je sais plus quel artiste c'était, il nous avait ramené ce côté. Des fois, tu prends des mises en avant, donc forcément, tu es mis en avant sur Instagram, le post quand ton clip il sort et tout. Et le clip, pour lui, il y avait des nanas dedans, mais c'était beaucoup trop aguicheur. Tu vois, piscine, string, tout ça et tout. Et il avait refusé. Et alors que le mec, ça faisait partie d'une campagne. Il a dit, je lui rembourse au prorata, parce qu'il y avait plusieurs clips. Il a dit, au prorata de ce dernier clip-là, on lui remboursera, mais je mets pas ce clip-là sur Instagram, par rapport à l'image qu'on avait et tout. Il faisait très attention, tu sais, tout ce qui était drogue, tu vois, les filles un peu trop trucs, ça, il aimait pas. Non, mais moi, je trouve et ça faisait partie de c'est nos valeurs, mais il disait, voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes sur Instagram et tout, et j'ai pas envie d'envoyer. À la dérive. Là, c'est pour répondre à la question, oui, la responsabilité. Donc, un gros morceau. Donc, Rap Punchline est un média responsable. Ouais, bah oui. Non, c'est très bien. Et après, pour répondre à ta question, est-ce que, tu sais, moi, en tout cas, moi, je me dirais pas, enfin voilà, et c'est vraiment les acteurs, c'est les artistes et, qui ont œuvré, qui ont créé les fondations, le mouvement. Après, en tant que média, on fait notre taf, quoi. Mais il y en a qui s'autoproclament peut-être des fois acteurs du mouvement, ou dire voilà, j'ai apporté un truc à la culture. Je te parle des médias. Pour moi, c'est pas forcément légitime, tu vois, c'est avant tout les artistes. C'est de la consommation. Mais le média de nos jours, et même depuis, a un très grand rôle. Bah oui. Ça veut dire sans médias, par exemple, je sais que Google, il fut un temps, avait un problème avec la presse en général. Ils n'ont pas bronché longtemps. Hein. Ils ont vite courbé les films devant les médias, parce que Google sans médias, ils sont morts dans le film. Ah, ils ont essayé pendant. C'était la guerre. C'était des médias et tout sur Google. Et après, ils avaient fait la même avec la SACEM. On me prenait pour un fou à l'époque. Mais si la SACEM, les maisons de Scud après commencent à retirer leurs artistes de YouTube, mais YouTube, ça va faire mal. Parce qu'une artiste comme Beyoncé, si LCF et tout ça ne mise plus dessus et parce qu'elle n'apparaît plus, mais c'est des ronds, ce sont des espaces publics qui disparaissent. Mais il y a du Google qui est pourtant un géant, mais ils ont courbé les chaînes. Pareil. Monsieur Hérisé de très lourd. T'as des projets, t'as pensé à faire une marque d'avis? Non, après ça, c'est compliqué en France. La marque streetwear, c'est compliqué. Enfin, même quelqu'un comme Booba, tu vois, il a eu une cut pendant très longtemps. Après, il a fait la piraterie. Maintenant, c'est PRT Club, enfin, je sais plus. Mais c'est l'urbain et les marques, ça a toujours été compliqué. Il y a eu des grosses périodes, tu vois, à l'époque, même nous, dans les années 90-2000, t'as eu Comet, t'as eu Dia et tout, Blue Rot. Après, ça s'est estompé. Après, t'as eu les rappeurs, les grosses égéries, donc comme Barof, Lafouine, qui ont sorti leur truc, ça a duré un temps, Watibé et tout. C'est compliqué. Pour moi, c'est pas. Enfin, vraiment aller là-dessus, il faut se détacher de l'urbain, soit arriver avec une nouvelle marque, mais qui n'est pas forcément, tu vois.
mais urbain et marque, enfin pour moi c'est compliqué. Non, moi, après ça, tu vois, tu parles à un mec qui a 42 ans, moi vraiment ce qui me botterait aujourd'hui, c'est par exemple d'approcher des grosses structures comme Netflix ou Prime et leur dire voilà, je veux produire un documentaire, on s'assoit autour d'une table, on voit et comment, et un vrai truc qui aurait pour objectif d'être aussi pédagogique, tu vois, revenir sur une histoire, revenir sur un portrait, revenir sur un truc, un événement ou quoi, et de le faire en 4, 5, 6 épisodes. Et là, par contre, là pour moi, ouais, je pourrais mettre tout en stand-by pour développer un truc comme ça. Pourquoi pas? Après, je sais qu'au steak, c'est plus simple, mais ne pas le faire soi-même. Ça a l'air naïf comme question, mais est-ce que les fonds sont plus. Vous pouvez le faire, ça. Après, c'est toujours plus motivant si de dire demain tu fais un truc. Regarde, je veux pas critiquer, mais je sais. Fif de Bouscapé que j'apprécie, hein. Il n'y a jamais eu vraiment de concurrence entre Bouscapé, les gens peuvent penser et tout. Fif, il a sorti un super truc, alors je commence à le regarder, mais j'ai pas fini. C'est un truc qui te parlerait parce qu'en plus, vraiment, il a fait un truc super intéressant. Alors je sais pas si tu seras d'accord, il parle des 20 ans de rap, mais il fait le parallèle entre deux putains de périodes. Pour lui, l'âge d'or, la maturité, le prime du rap a connu deux primes. Il y a eu le prime de 95 à 2000, et le deuxième prime, c'est de 2015 à 2020. Et donc il revient sur ces deux périodes-là, avec des interviews, avec des acteurs du mouvement. C'est super intéressant, tu vois. Très technique quand même, parce que tu vois, tu as des beatmakers, c'est un truc qui te passionnerait. Hein. Ça peut pas me passionner, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas B2O dedans. Mais oui, mais on peut pas parler de ce des gens truc. qui ont bossé avec B2O qui vont te raconter, des mecs comme. Je sais pas, j'ai pas tout vu, mais ils vont aller voir les mecs qui ont produit les albums de l'époque. Je l'entends, mais ça dira quelque chose. En tout cas, le truc est très intéressant, mais je crois qu'il l'a d'abord distribué sur Paramount, et ensuite, là, actuellement, je crois que c'est sur France TV. Et si tu veux, pour moi, c'est pas des plateformes de streaming comme Netflix ou Prime qui sont quand même très puissants, qui ont des gros réseaux sociaux, et quand ils sortent un truc, c'est un événement et tout le monde va regarder. C'est le seul truc que parce que je pense que j'ai commencé à regarder le premier épisode et ça va être un truc très intéressant. Enfin, c'est un truc très intéressant, mais derrière, si tu le sors pas sur la bonne plateforme, bah, t'as fait tout ce travail-là, et derrière, bah, pour moi, j'ai très peu de gens qui vont parler de ce documentaire-là. Alors que je sais que Fif, ça fait un moment qu'il était dessus. Tu vois, parce que je sais qu'il voit Lino, tout ça et tout, et ça faisait un moment qu'il était sur ce documentaire-là, mais je trouve que derrière, il n'a pas eu la reconnaissance qu'il devrait avoir. Et pourquoi Moi, je trouve que c'est cohérent. Parce que je l'ai vu à une table avec Yves des X-Men, mais au bout de combien d'années? Bah non, après ça... C'est récent. Ouais, mais est-ce qu'ils étaient actifs, tout ça et tout, mais pour la culture. J'ai du mal, moi, avec les contenus de FIF dans ce sens. La tendance est beaucoup passée et la culture non. Et s'il se met à deux des types comme machin et qu'il y a par exemple Paramount et pas Netflix, je trouve que c'est dans la cohérence. Je trouve que c'est dans une dynamique cohérente. D'accord. Alors voilà, Fabien, pour revenir, c'est que si tu fais un truc, enfin, tu mets quand même, tu mets du temps, tu tiens à l'ouvrage, c'est du boulot, hein, de faire un documentaire comme ça, il a été voir énormément de monde et tout, enfin, c'est des investissements, alors forcément, je pense qu'il a dû avoir une avance aussi et tout, mais derrière, c'est que quand tu vas sur Netflix ou Prime, c'est tout, pour moi, c'est tout droit. Parce que c'est beaucoup plus accessible, tout le monde ont ces plateformes-là sur leur téléphone, sur leur télé, et en plus ils ont une bonne caisse de résonance à eux seuls aussi, donc plus, tu vois, avec le travail de FIF et tout, pour moi il y aurait une meilleure exposition du travail. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué pour un média, Rappenstein le fera. Un média urbain de pas être comme... que ça soit pas logique d'aller piocher dans un média urbain plutôt que d'aller vers Netflix ou d'attendre. Non, mais après, ça, c'est à un moment donné, tu arrives au maximum. Un média urbain aujourd'hui, c'est sur. On peut devenir une chaîne. Ça serait bien. Mais encore, la marche est très haute. Oui. C'est très haute. Mais déjà, que ce soit le média urbain qui produit un contenu qui va se retrouver sur Netflix. Ça, c'est bien ça. C'est super, tu vois. Et comment ça fonctionne? Vous pouvez pas produire déjà de documentaires? Ils aiment pas trop, il paraît. Alors, il faudra que je me mette à la page, mais à l'époque, on me disait, ils aiment pas trop que tu arrives avec le truc fini et que tu leur dises, voilà, je vous vends le truc. Parce qu'ils aiment bien se mettre d'accord dès le départ sur la ligne éditoriale, sur la façon de faire et tout. Donc voilà, après, je sais, il faudrait peut-être commencer par des petits trucs. Tu vois, faire ton bonhomme de chemin, produire des documentaires, peut-être les mettre que sur YouTube ou sur des plus petites plateformes ou autres, et puis derrière te faire un nom et puis qu'on pense à toi. Mais, tu vois, je pense à un mec comme Kirsch de Rap Elite. Pour moi, Kirsch, je sais pas si tu connais. J'ai Rap Elite, j'aime bien. Kirsch de Rap Elite, pour moi, c'est lui. Tu vois, tu me parles de gens. Pour moi, Kirsch de Rap Elite, c'est le journaliste numéro 1 rap français.
mais parce qu'il a plein de qualités. Il a d'un côté la culture, c'est un mec, c'est un bluesier de rap, mais il a une aisance, une façon de faire face à l'artiste, où lui, il va vraiment être pour le coup son langue de bois, mais pas son langue de bois incisif, il va le faire naturellement, il est très très bon, tu vois. Et il a un putain de réseau, il connaît énormément de monde, tu vois. Là où moi, je peux faire une interview, par exemple, je te dis une bêtise, je vais faire Niska en interview, ou tiens, SCH, parce que c'est un vrai exemple par rapport à Kirsch. Moi, je peux pas faire SCH en interview, je vais le faire en interview, je vais discuter un peu avec lui hors caméra, mais il va pas se passer un truc hors caméra où il va se rappeler de moi. Tandis que Kirsch, il a ce truc-là où il arrive, il le connaît peut-être pas plus que moi au moment où il le fait, mais derrière, il arrive à tisser des liens, et les mecs, ils l'aiment bien, et je pense qu'avec lui, si je m'associe avec lui, il y a un vrai truc à faire, parce qu'il a en plus vraiment ce réseau qu'il a tissé sur plusieurs années. Voilà. Il est très fort aussi c'est un mec qui est pour moi très très fort, très très fort. Et on parle beaucoup, lui et moi, on a déjà essayé de bosser même sur des trucs ensemble, mais tu vois, faire un documentaire, lui et moi, là, ça serait quelque chose de légitime, tu vois, sur l'histoire du rap français ou autre chose, tu vois, mais les Caries, ils l'avaient fait, tu vois, ils ont fait un truc en ou alors, pas forcément sur le rap français, mais le rap tel que vous l'avez vécu, parce que c'est pas le rap, c'est pas l'histoire de... C'est plusieurs... Chacun vit son histoire. Tu vois, donc c'est vrai, plus ce côté-là. Il y a un tronc commun. Parce que le rap en France, il est beaucoup plus jeune que l'histoire du rap en général. Le rap en France, il est arrivé au début des années 80. Enfin, en tout cas, ce parallèle-là que Fifi fait dans ce documentaire, je le trouve intéressant. Je sais pas ce que tu en penses. Il y a eu un âge d'or 95-2000 et un deuxième âge d'or 2015-2020. Mais quel groupe il met en avant là? Et quel artiste? Tous ceux que t'écoutes. En tout cas, 95-2000, c'est tous ceux que t'écoutais. Hein. Non, mais de 2015 à 2020. Ah, ça va être tout ce qui est arrivé, Jul, PNL, La Crime, tous ces mecs-là qui ont émergé sur cette période-là, en fait. Ouais, je vois. Avec l'arrivée des streams, tu vois. Ouais. Un reportage comme ça sans le Duc, pour moi, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Non, mais après, le Duc, je pense que lui, il aimerait bien l'avoir. C'est peut-être lui qui n'a pas envie aussi. Voilà. Et c'est là qu'il devrait se poser des bonnes questions en ce qui concerne la culture. Et c'est là où, techniquement, ouais, j'attaque un type comme Fif. Et je signe avec le fait qu'il apparaisse 20 ans plus tard dans ses émissions. Pour moi, c'est une folie. Ouais, mais après, tu parles à... Enfin oui, je vois ce que tu veux dire. Il aurait peut-être pour la culture, parce que à ce moment-là, il n'était pas forcément... C'est vrai. Tu vois. Mais il lui-même pose une question. Ouais, moi j'ai entendu que tu as influencé beaucoup de gens, etc. Parce que j'ai regardé, vu qu'il y avait il dedans. Et c'est pas normal que tu poses cette question 20 ans plus tard. Faut pas faire d'Indiana Jones, je viens l'archéologue, je me dépoussière. Mais non, le type, il est là dans le moment, parle-y dans le moment, parce que un type comme il a donné une impulsion à beaucoup de rappeurs qui ont été appréciés, même la nouvelle tendance. En fait, je suis surpris qu'un Fif appelle il après un Nekfeu. Alors que quand il s'appelait N-Gangsta, il était déjà là. Nekfeu, ça se trouve, Nekfeu, il était peut-être encore en primaire à cette période. Je trouve que c'est dérangeant. Oui, après, ouais, ils auraient peut-être pu faire des choses avant, mais après, je leur jette pas la pierre. Tu sais, quand t'es dans le truc, dans la tête dans le guidon, t'as déjà à couvrir l'actualité, tout ça et tout. Et peut-être qu'il n'y avait pas forcément les mêmes moyens qu'aujourd'hui. J'entends. Pour toucher une autre cible. Mais voilà, mais toi, par exemple, maintenant, au niveau rap, sur quel média tu vas? Qu'est-ce qui te... Parce que là, je te trouve très critique. Est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent ou pas? Là, en rap, qui c'est que je regarde? Je regarde des fois le type qui s'appelle Chris. Mais ça parle beaucoup de trucs US. Très bien, Chris Ikovic. Je regardais les trucs de Rap Elite, mais c'est très bête. Après, on va dire que je suis un pirate, ou appelez-moi Albator ou Cobra, peu importe. Ouais. Ou Luffy même. Mais à partir du moment où je vois pas le Duc, à partir du moment là où je vois pas... Pourquoi tu fais une fixation? Parce que regarde, qu'importe les époques, on a quand même un Usain Bolt dans cette industrie musicale. Les types dans les années 90, il était là. Il a le... Il a le Sharingan, il voit très loin. Mais il a le blacklisting facile. Mais il a le Sharingan. Comme je l'ai dit, il pète les types à 1 million de kilomètres. Pour moi, Fif, il s'est fait péter à 1 million de kilomètres. Si je le vois pas sur Rap Elite, c'est qu'il y a un truc qui tombe pas rond avec Rap Elite. Pour moi, là, le Duc, en ce qui concerne les médias, mais c'est mon outil de médiamétrie. Si t'es chez lui, ou s'il te cite, c'est que c'est bon. Si après il y a un truc de blacklist, c'est techniquement pas... Pour moi, en ce qui concerne la culture rap, ce gars-là, il a donné une panoplie de masterclass et gratuit en plus. Et un gars comme Mehdi Maizi alors? ABCDR du son, j'ai beaucoup aimé ce média. Ça en dit long. Oui. Je suis pas dans Apple Music. Ça en dit long. Ça en dit long.
J'ai l'impression que tu suis un peu le Duc, quoi. Le Duc, c'est mon média, le Duc. La Ducerie, la Ducance. Je suis obligé. Non, B2O, j'ai une fascination pour ce type, pour sa carrière, pour ce qu'il a fait, je le redis. Il ne le dit pas, mais dans les actes qu'il pose, ce sont de vrais masterclass. C'est-à-dire, si tu veux comprendre la culture, ce type, il a fait le pont avec beaucoup de choses. La culture US et la culture française. Et il a montré qu'en partant de rien, tu peux arriver à là où il en est. Si tu t'en donnes les moyens et que tu t'entoures bien. Non, mais ça, franchement, c'est sûr. Et en étant lui-même. Et justement, en blacklistant des gens. S'il était trop ouvert, ça se trouve, il se ferait enterrer par des gens qu'il n'a pas blacklistés. Tu vois, dans leur domaine. Ça se trouve, Bouscapé, je me rappelle très bien d'une interview qu'ils avaient fait. C'était une inquisition, c'était un jugement. J'ai pas compris en fait ce truc. C'était pas. Bref. Non, pour revenir, un média que je regarde Grace. Grace, ouais. Je regarde ce que Grace fait, je regarde souvent les petits médias parce qu'il n'y a pas trop d'aspect financier dedans. Je regarde ça, et je regardais, il fut un temps, Juliette Fivet. C'est bien ce qu'a fait Juliette Fivet aussi, les gens urbaines. Oui, je regarde, mais je sais pas. C'est très dur que je trouve un média sur lequel je me reconnaisse. En fait, le truc qui me dérange, c'est le côté caressé dans le sens du poil. FIF, ils n'avaient pas caressé B2O dans le sens du poil, mais à partir du moment où tu ne le caresses pas lui, il y en a plein d'autres qui n'auraient pas dû caresser, et au contraire, ils ont fait la promotion. Et là, je me suis dit, c'est quoi? Donc, t'as l'impression que t'as des médias, ils sont pas neutres, en fait, c'est ça? Ou pire que la neutralité, c'est l'argent. On t'a payé pour faire de la promotion. Tu fais plus vraiment un travail journalistique, tu fais une promotion. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est ce qui me dérange. Parce que le modèle économique, aujourd'hui, dans les médias urbains, il n'est pas assez puissant pour pouvoir être méchant quand il faut être méchant. Mais dans quel sens tu dis ça? Parce qu'il y a le public. Là, si on prend le terme consommateur, il y a une grosse partie consommateur de la culture. Non, mais ça, je l'avais expliqué un peu dans. Je sais pas si tu avais vu mon interview chez Starting Block à l'époque, où j'avais expliqué, j'avais parlé de nous, j'avais dit, nous, on avait essayé de faire ça au début. Tu vois, on avait dans notre émission de radio qu'on produisait, et donc on récupérait tout le contenu sur notre média. On avait l'interview sans langue de bois. Et au début, nous, on arrivait, on se pose, on va poser les vraies questions. Donc la première saison, on va dire les 4, 5, 6, 10 premiers artistes qu'on reçoit, on dit là, sans langue de bois, vas-y, là on se connaît plus, et on va se dire les vraies choses. Et derrière, quand tu fais ça, t'as différentes retombées. T'as soit le mec qui va être ok, et vas-y, tu t'en fous, il parle, il n'y a pas de problème, le truc il sort, en plus tu fais de l'audience, t'as posé les vraies questions, tu l'as mis en difficulté sur certains trucs parce qu'il se contredit, ou parce... Donc là, ok, bon, mais ça c'est dans très peu des cas. Après, il y a le deuxième où l'artiste il va jouer le jeu, mais le lendemain, à la première heure, t'as déjà son manager, son truc qui t'appelle, l'interview, faut sauter, on va mettre ça. Et le troisième truc, c'est qu'en plus, si tu bosses, et que nous, à l'époque, c'était ça, 80% de notre chiffre d'affaires, c'est les maisons de disques. Donc c'est des artistes qui sont produits aux maisons de disques, c'est les maisons de disques qui te payent. Donc derrière, t'as pas vraiment cette liberté d'expression, de dire, vas-y, même si lui, j'ai pris, comme tu dis, t'as pris de l'argent, t'as couvert marketingement la sortie du truc, mais de l'autre côté, t'as été un peu dur dans l'interview par rapport à son album et tout, derrière, il y a une fois ou deux, après les maisons de disques, elles vont dire, écoute, on bosse plus ensemble, en fait, tu vois, puisque toi, t'es devenu, entre guillemets, un média à scandale, tu sacres un peu nos artistes et tout. Donc nous, après, à partir de là, on s'était dit, bon, on maintient la sans langue de bois, mais notre but, c'est pas de faire, entre guillemets, je vais dire un terme qui fait rigoler, mais les blagues Zemmour, les blagues Bourdin en interview, c'est pas notre rôle, en fait, tu vois. On est tous ensemble, en vrai, tu vois, que ce soit l'artiste, nous, le média, tout ça et tout, et en gros, on ne mettra pas en difficulté. Voilà, s'il y a des questions qui te mettent en difficulté, et que tu veux pas qu'on te les pose ou que ce soit coupé après, on le faisait, c'est pas les mecs, non, on sort quand même, ceci, cela, parce qu'on disait que c'est pas notre rôle, en fait. Ouais, je comprends, mais non. Moi, c'est un point de vue que un artiste qui s'estime être en difficulté, c'est qu'il ne se maîtrise même pas lui-même. Oui, après. Mais bon, bref. Hein? Il ne s'accepte pas. Mais moi, tu me fais ça. Après, effectivement, il y a les trucs de maison 10. La maison 10 qui ne veut pas travailler, je dis, allez, reste là-bas. Reste là-bas. C'est pas toi, mon cœur de cible de base. C'est pas la maison de Scud, c'est pas le DA, c'est pas le DP. J'ai rien à faire. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est le public, tu vois. Mais voilà, après, on avait fait le choix, nous, comme on avait envie de se développer, tout ça et je tout. comprends. Donc,
de plus mettre l'artiste en dit, parce qu'on a eu des vrais embrouilles, non hein. Je sais, on va pas revenir. Et puis c'est pas évident, enfin même des fois t'as des vrais embrouilles où ça peut partir, enfin. Pendant l'interview. Non, après, tu vois, Ouais, si, comment ça tu veux sortir l'interview? On n'est pas là pour ça en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc Il après, faut laisser l'aspect humain à l'artiste. Hein. C'est pas forcément Mais quelqu'un tu sublimes une personne au final. Donc Voilà. au final, ce que nous on perçoit, c'est même pas la vraie Et personne. puis les personnes qui écoutent pourront se dire ah ben finalement on est pareil et ben voilà. C'est pas une honte. Mais je comprends, je comprends le truc. Et ouais, s'il y a un développement à faire derrière, et ouais, tu peux pas jouer les rebelles. Je pense que c'est vraiment pour des structures très indépendantes. Tu vois, sans même parler de rap, là, vous êtes en train de... Votre truc, il est lourd. Hein. Franchement, vous recevez tout type de profil, c'est intéressant, tu vois. Maintenant, imaginons... En plus, vous, j'ai vraiment l'impression que c'est passionné. Hein. Il n'y a pas forcément de but lucratif derrière. Non, il n'y a pas d'argent. Mais imaginons que demain, vous recevez un mec et que une personne, une interview, vous développez à ce moment-là une thématique qui touche un grand public et que la personne dit des choses intéressantes, tu vois, qui peut être un peu controversée. J'ai pas d'exemple forcément précis en tête, tu vois. Donc derrière, votre contenu fait de l'audience, mais ça porte préjudice à l'invité, tu vois, parce que derrière, on va commencer à l'attaquer. Ouais, mais pourquoi t'as dit ci, ça, et qui vous appelle en disant tu retires. Qu'est-ce que vous faites? En amont, quelqu'un qui vient ici sait à quoi il s'attend et que le verbe à mettre en premier sur sa liste, c'est assumer. Si la personne, elle s'assume pas, et elle n'assume pas ses dires ou ses actes, faut pas venir. Bon, moi, ça sert à rien de venir me voir. Et je reviens sur le Duc. Il dit, c'est rarement cuté, c'est très peu cuté. Il est très peu cuté, ce gars. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais voilà, c'est là où après, parce que vous êtes quand même des gens humains. Si la personne là n'est pas bien par rapport à, tu vois, le bad buzz, le truc ou quoi. Moi j'ai cuté. T'as déjà cuté? Je fais de toute façon on cut. Hein. Les cuts que tu as fait, il y a eu des sujets qui, Oui. si ça peut mener à la déroute, C'est sûr que ça. à la violence ou à la déroute, c'est sûr. Mais à la demande de l'invité, est-ce que. Non, ça, on n'a jamais fait. On a Vous jamais le ferez fait. pas? Bah je sais pas. Moi, En je le fait, ferai pas. moi je fais pas. Sûr. Ah ouais, ne venez pas me voir si vous voulez que je vous cut. Ouais. Ah ouais, au moins c'est annoncé, c'est d'office, c'est une de mes signatures. Tu veux être cuté, mais va voir ceux qui te cut. Moi je trouve que c'est important de pouvoir aller dans des sujets qui peuvent légèrement être bousculés. Pourquoi? Parce que ça peut donner une opportunité à la personne en face de démystifier toutes les conversations qui traînent sur les réseaux. Comme ça, on traite le sujet, c'est dit, personne ne revient là-dessus. Ouais. Au moins, tu vois, c'est du clair, net et précis et personne ne va revenir. Il n'y aura plus de théorie parce que là, ça sort clairement de la personne. Ou s'il y a plusieurs protagonistes, les protagonistes, ils sont invités, le droit de parole à chacun et tout est clair. Que de laisser perdurer des fois des légendes, etc. Je trouve que c'est ce qui manque un peu dans la partie milieu urbain. Qu'on donne le bon temps de parole au bon moment aux principaux concernés, voilà. T'as déjà pensé à faire un label, Rappunchline? À une époque, on voulait produire. À une époque, on voulait produire et faire signer des artistes. Alors c'est vrai que, tu vois, à une époque, on voyait que, tu vois, chez MHD, c'est un mec à qui on a contribué à son audience. D'accord. Waouh, on ne savait pas ça. Si, quand il sort le 9, c'est la 9 championne. Ouais. Tu vois, ses équipes nous contactent parce que notre page Punchline, le rap Punchline, enfin à l'époque ça s'appelait les meilleurs punchlines du rap français, elle était très puissante sur Facebook. Et dès qu'on mettait un truc qui était un peu innovant, original, ça pouvait faire énormément de vues. Et donc quand on met ce truc à lui sur sa chaîne YouTube, il doit être peut-être à 200 000 ou 300 000 vues, et nous il fait le million en 48 heures sur notre page Facebook. Et énormément de gens nous contactent en disant mais c'est qui ce mec et tout, des gens du milieu. Hein. Il est signé, il n'est pas signé. Donc on voit qu'on a une puissance, on voit qu'on devient une puissance. Donc de là, on se dit bah, pourquoi pas développer nos artistes, tu vois, tester des trucs et voir si ça prend. Et donc j'ai essayé, j'ai monté une structure, j'ai été accompagné d'un juriste et tout qui m'a aidé à monter la structure, les contrats d'artistes et tout. Et il y en a même un, on en a essayé un ou deux, mais il y en avait un où on est parti un peu, je ne donnerai pas son nom, mais on a été un peu loin, enfin dans le truc où on était vraiment bien lancé. Et sauf que tu vois, c'est un mec du sud. Donc du coup, on n'a pas la proximité, il peut se faire monter la tête par ses potes au quartier. Et du coup, moi j'aime bien, tu sais, quand je bosse avec quelqu'un,
Alors je dis pas qu'on n'avait pas confiance, mais il y a ce truc-là de... Transparence. On n'a pas grandi ensemble, on n'a pas, tu vois, et de produire un artiste dans le rap. Tu vois, après, les gens, ouais, mais lui, c'est un opportuniste, il produit, ceci, cela. Donc après, ça nous a freiné, en fait, tu vois. Alors demain, si demain, moi, là, j'habite toujours Mitry, il y a un petit Mitry que je connais ses grands frères, ses cousins, ses trucs, pourquoi pas, je le ferai, mais pas avec un inconnu, parce que c'est compliqué à gérer. Et il y a vraiment des exemples comme ça où souvent ça se finit mal. Quand le producteur arrive de nulle part, c'est pas un mec qui a grandi, qui était dans le quartier avec les rappeurs et tout, souvent ça se finit mal. Donc nous, voilà, c'est ce qui nous a freiné parce que on n'a pas ce truc-là, tu vois, cette affinité, en fait, tu vois, ça devient... Après, et j'admire ce cours, tu vois, Dawala et tout, qui est pas de Paris, par exemple, qui vient, qui produit la section, qui produit Intouchable, tout ça et tout. Enfin, mais moi, j'arriverai pas, en fait. J'ai besoin surtout sur des trucs gros comme ça, où le mec, il engage sa vie, t'engages des thunes et tout, de se dire, du jour au lendemain, il va pas me faire. Et là, pour revenir sur cet artiste-là, en tout cas, j'avais fait signer un contrat, donc il était signé chez moi, et il avait fait une émission de rap qui cartonnait bien à l'époque, Rentre dans le cercle. Donc, suite à ce passage-là, il y avait un engouement autour de lui. Et moi, il était déjà signé, en fait, tu vois. Enfin, non, il avait fait le truc, mais il était signé chez moi après. Mais bon, je lui avais fait faire des planètes rap, des trucs et tout. Mais il était signé sur ma structure. Et du coup, je lui disais, moi, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on développe un maximum ton audience. Et après, on va voir les maisons de disques et on voit l'avance, tout ça, mais tant que pour le moment je sens pas le truc, j'ai pas envie de signer, tu vois. Et lui, il se faisait des marchés en parallèle par des chefs de projet en maison de disques et tout, il m'en parlait, et je disais non, laisse tomber. Et en gros, il y avait une structure qui lui proposait 20 000 d'avance, et il m'en parle. Et je lui dis, franchement non, laisse tomber et tout, attendons, on continue, on a tous les outils pour te faire péter. Moi, à l'époque, je pouvais ramener n'importe quel artiste dans des planètes rap de rappeurs que je connaissais, et lui, pour le coup, il a fait 2 planètes rap de rappeurs, tu vois. D'accord. Donc j'avais vraiment tout pour le faire péter, en fait. J'ai tranquille, attends. Et dans mon dos, il signe un truc avec... Et la maison de disque lui dit, enfin la boîte de distrib en tout cas lui dit, ouais mais t'inquiète, on signe que sur un projet, c'est un truc, c'est des titres que t'as enregistré avant, on peut... Bref, il lui retourne un peu le cerveau. Ouais. Et il signe dans mon dos. Moi, après, derrière, si je veux, je mets un avocat, je mets pour 20 000 €. Et quand j'ai vu que pour 20 000 € le mec, il pouvait... ça valait pas le coup. J'ai dit, tu vois, j'ai dit, tu vois, je suis gentil, le contrat, je le déchire. Si je veux, je peux faire jouer un avocat ou quoi, mais on reste là. Et moi, j'avais peut-être pas investi tant que ça, mais j'avais investi de l'humain, j'avais, sur Rap Punchline, en tout cas, il était open bar, les posts, tout ça et tout, il payait rien, en fait, tu vois, donc on lui développait son audience pour que derrière, il aille faire ça. Donc, tu vois, déjà, pour moi, je suis un peu traumatisé par ce truc de manque de reconnaissance, pas fiable, tout ça et tout. Donc derrière, j'ai dit, ouais, c'est pas pour moi. Et résultat des courses, ce genre d'artistes, généralement, ils ne vont pas très loin par rapport aux attentes qu'ils veulent. Mais l'acte est tellement à l'image que le succès qu'ils rêvaient, ils ne l'ont pas. Ah bah oui. Et c'est dommage. Mais voilà, en tout cas, par contre, si c'est un petit de ma ville, qu'il y a un peu d'affinité, je connais ses grands frères, ses cousins, ses trucs ou quoi, je dis pas que je le ferai pas, tu vois. Parce que c'est un truc, c'est une corde à mon arc que j'ai pas encore, tu vois. Et alors, je dirais que on avait produit, mais c'est à une autre époque, l'album de mon petit frère et tout, mais aujourd'hui, avec le stream, avec tout ce qu'on a et tout, faire tout créer, partir de zéro et tout, c'est un truc qui est faire péter un artiste, lui faire un accord Arena ou autre chose, c'est un truc qui me plaît aujourd'hui, tu vois, j'ai envie de le faire. Et tu serais producteur et DA à l'intérieur? Non. Je serais producteur, mais pas forcément DA. Tu me mets en DA? Si tu veux, je te prends en DA. Non, je suis trop dur. Et il me le dit tout le temps. Mais moi, je partirais sur de la coproduction. C'est-à-dire qu'on serait coprod, lui et moi. Avec l'artiste? Ouais. Et si c'est un petit? Après, voilà, faut voir, t'as raison. Mais même si c'est un petit, c'est entouré par les grands ou quoi, ils montent leur structure, on fait un truc en coprod 50-50, il y a moins d'emmerde. Parce que tôt ou tard, le truc à 360 signé en artiste, 10%, je sais pas combien, à un moment donné, ça te pète à la gueule, ils viendront dire, ouais, tu m'as escroqué, alors que c'est la juridiction. Mais eux, comme ils disent jamais les contrats, ouais, tu m'as banane, machin. Non, le contrat d'artiste de base, en France, soyons bien clairs, c'est 8% de base. Ouais. Et après, si tu commences à péter, le pourcentage, pour péter, il faut être au niveau de Aya Nakamura, de Johnny Hallyday. Mais tu vois, je sais que Fianso, par exemple, quand il a signé, je crois, peut-être que ce soit Soul King ou Us l'Enfoiré, c'est de la coprod à 55. Fianso, c'est un bon, il connaît déjà ces trucs. Ouais. Il connaît ces trucs. Donc tu vois, c'est bien comme ça, tu limites même tout le monde, tu 50-50, que tu partages tout, les frais, les trucs, tout ça et tout. Ça responsabilise aussi. 50-50.
c'est mieux. Mais après, c'est sûr que si tu prends un artiste au berceau qui a rien, qui est truc, qui a tout approuvé, t'investis tout, pour moi, c'est normal que tu fasses des contrats d'artiste. Hein. La jeunesse de Mitry, réveillez-vous. Hein. Je voulais te demander, est-ce que tu penses avoir atteint le sommet de la réussite ou il y a encore quelques... Tes objectifs. Tes objectifs, ouais. Non, t'atteins jamais. Enfin, après, moi, je suis quelqu'un... Après, tu vois, là, on parle beaucoup de rap, mais j'ai d'autres choses que j'ai faites à côté et tout. Chicken Spot. Entre autres. Mais non, tu as toujours envie de faire plus. Mais arrive un moment, tu auras envie de lever le pied aussi. Hein. Tu peux pas toujours être à 100% partout. Mais là, je me dis que je suis encore dans la force de faire. Et pourquoi pas, tu vois. Il y a des trucs qui m'animent. Il y a des trucs qui m'animent. Et que ce soit dans l'urbain ou dans ce que je fais à côté, dans la restauration, système de franchise et tout. Il y a des trucs, tu vois, qui... Et t'as envie hein, de faire un truc, de dire, vas-y, j'ai marqué l'histoire d'un truc, quoi, tu vois. Et bien l'envie, mais je suis pas... Faut voir. C'est quoi qui t'anime à vouloir explorer tous ces univers-là? C'est quoi ton principal moteur là-dedans? Bah, tu me connais, je suis parti de rien, moi. Ouais, mais c'est pour ça. C'est quoi la motivation? C'est ça déjà, tu vois, quand tu pars de rien, t'es fils d'ouvrier, t'as une mère au foyer, tu vois, et que derrière déjà de se retrouver sur les bancs de l'ESSEC, tu vois, c'était déjà une grosse consécration pour moi, une école à 20 000 € à l'année, et que c'est l'entreprise qui te le paye parce que détecte que dans ton profil il y a du potentiel, et donc ils te font passer un master de cette école-là, une école prestigieuse. Déjà ça, tu vois, tu me parles de réussite, pour moi c'est une de mes plus belles réussites, et là on parle pas forcément d'argent, mais tu vois, ça c'est un putain de passe-partout par la suite, si tu vois, de dire que tu sors de là, c'était crédible. Donc ça, tu vois, ça c'est des choses comme ça. Mais après, même dans le business, bah voilà, c'est de dire d'où je viens et j'ai marqué un truc. Et s'en rappeler surtout. Voilà. On vient. Et ceux qui gravitent autour de toi, qui te connaissent depuis, ouais, on peut le dire, on peut le témoigner. Et à travers tes réussites, ça paraît bête, mais on a une certaine fierté de voir ça. Ouais. Moi, je suis fier. Moi, ceux qui me connaissent savent, je suis fier de parler de RZ2. Quand on parle de musique, je dis, la musique, on peut des fois dissonner, lui et moi, mais en musique, quand il faudra parler de partie business, marketing, c'est là que je prendrai mon calepin pour prendre des notes. Ça, je l'ai toujours dit. Toutes les personnes qui me connaissent, quand on parle de Rizwan, savent qu'en niveau commercial, mais tu peux pas le tester. C'est aussi vrai qu'il aime Dino, lui-même il est devenu un Dino dans le commercial. Un scientifique, non, mais ouais, après il y a beaucoup de choses à... Et puis là, le marketing, c'est aujourd'hui, il y a l'IA, il y a plein de trucs, hein, tu peux pas tout maîtriser, mais ouais, faire un truc, tu vois, marquer l'histoire d'un truc ou quoi, c'est un truc qui me motive, tu vois. Et pour moi, ouais, j'ai fait Rap Punchline, ça a été bien et tout, mais tu peux encore, tu vois, il y a encore des trucs où tu peux te lancer, et tu vois, c'est de créer un business, créer de l'emploi, tu vois, changer des carrières, changer des vies, ça c'est des trucs qui m'intéressent en fait, tu vois. T'es comme le duc. Si tu avais un message à passer à un petit Rizwan, pareil, qui a son père qui charbonne dur, la maman elle est au foyer, c'est pas simple, on n'a pas forcément les habits qu'on veut, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, que déjà rien n'est impossible, après ça ferait ces discours que tout le monde dise, mais c'est vrai, vraiment, tu sais, il y a... Alors je vais peut-être pas la faire de la même manière, parce que je l'ai entendu une fois, ça c'est dans les trucs TikTok et tout, mais c'était un Américain qui parlait, c'était traduit en français, mais en gros il disait, c'était un milliardaire qui devait parler, et qui disait, un jour mon grand-père a dit, en gros, il a dit, moi je roule je dis une connerie, moi je roule en BMW, mon fils roulera en Ferrari, tu vois, mais mon petit-fils se retrouvera piéton. Et ce qu'il voulait dire par là, parce que lui, quand il parle de BMW, à son niveau, son père était ouvrier, donc du coup, il a eu la motivation pour aller chercher le dernier BM, mais après, il va être tellement bien que son fils va rouler en Ferrari, mais après, de génération en génération, vu que tu grandis dans un truc où il y a les thunes, il y a les trucs, la motivation, c'était quand tu nais avec les thunes, c'est pas pareil quand tu nais sans les thunes. Donc il disait, mon petit-fils, ou mon arrière, alors je le fais mal, hein, mais il disait des grosses marques de bagnole, mais en gros, au bout de chaîne, l'arrière-petit-fils finissait piéton, parce qu'en gros, ils avaient dilapidé les thunes, et qu'en gros, il n'y a plus la même niaque. En fait, c'est une chance, quand t'es fils d'ouvrier,
C'est vrai, hein, c'est véridique ce que je veux te dire, mais t'as une niaque de fou déjà, tu vois, de vouloir de t'en sortir, faire plus, donc faut profiter, et faut croire, et faut pas lâcher en fait, tu vois ce que je veux dire, parce que tu vas avoir un truc que l'autre n'aura pas, celui qui a grandi, et je le vois avec mon fils, tu vois, et même si c'est mon fils et que je l'aime de tout mon cœur et tout, mais c'est pas moi en fait, mais il pourra pas être moi, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on n'a pas les mêmes, tu vois, on part pas du même départ en fait, tu vois ce que je veux dire, et moi c'est pour ça que j'aurais pu mettre, et j'ai aucune critique envers les parents qui mettent les enfants en école privée, tout ça et tout, tu vois. Mais moi, volontairement, je voulais le laisser en public. Je veux qu'il voit aussi ce que c'est, parce que je veux pas qu'il soit dans un confort, tu vois. Oui. De j'ai tout comme je veux, nanani, nanani, et que t'as pas cette niaque là, parce que tu as beau être qui tu veux, mais cette niaque, cette envie de s'en sortir, cette rage de voir bouffer le monde et tout, tu l'as vraiment, et ben c'est dans ces profils là en fait, tu vois. Mais mets-les dans le privé, ils sont trop méchants là-dedans. C'est la particularité. Ah ouais, après voilà, moi j'ai pas méchant les enfants. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que déjà quand t'es fils d'ouvrier, que tu sais que tous tes besoins sont pas comblés et que malgré tout tes parents font tout ce qu'il faut, et moi mes parents ont toujours, Jean-Léon il le sait, il était venu à mes 40 ans, il parlait à mon fils, moi j'ai jamais manqué de rien, le frigo était toujours rempli, les trucs, tu vois, mais tu vois il y avait ce truc là de ouais mon père est ouvrier, forcément ma mère, tu vois elle nous parle, ouais elle a envie qu'on fasse mieux que mon père, et c'est la plus belle réussite quand ton fils est mieux que toi, il y en aura un qui sera jamais contre ta réussite, c'est ton père, enfin, tu vois, j'espère bien, tu vois, moi mon fils j'aimerais qu'il fasse un meilleur bac que moi, un meilleur diplôme que moi, qu'il ait le meilleur, mais tu vois, et donc derrière quand tu nais dans ce truc là, déjà t'as une niaque que les autres peuvent pas avoir, tu vois. Quand Jean-Léon est en classe en seconde, il y a vraiment un choc de culture. T'avais les gens de Mitry qui arrivaient, Villeparisis, puis de l'autre côté t'avais ceux de Clessouilly, Bois-Fleuri, tout. Donc tu vois, c'est pas la même niaque, tu vois, dès le départ, t'as pas le même mort. Donc déjà ça c'est une force, tu vois. Quand tu me parles de ce profil-là, fils d'ouvrier, mère au foyer, déjà normalement tu dois avoir une dalle, et c'est pas palpable que l'autre n'aura pas. Et derrière, faut pas lâcher en fait. Faut pas lâcher, c'est pas parce que t'as raté un diplôme que t'as raté un devoir, ou t'as pas eu l'école que tu voulais, ou t'as pas, rien ne t'empêche par la suite de développer, parce que si t'as un truc en tête, je crois que c'est dans La Recherche du bonheur, où Will Smith il dit à son fils, si t'as un rêve tu dois le protéger, et ben c'est ce que je dirais moi, tu vois, pour finir là-dessus, si t'as un rêve tu dois le protéger, tu dois y croire, et jusqu'à la fin, si tu te donnes les moyens, tu vas y arriver, parce que tu as cette terre que tu n'as pas envie. Et c'est peut-être ça qui a fait que moi, j'ai pas lâché des fois sur des trucs où j'y ai cru, et j'ai pas, tu vois, et que derrière, après, moi, par contre, voilà, et ça, j'en le sais, dès que j'étais bien, les premières personnes que j'ai mis bien, c'est mes parents. Ouais, et moi, oui. Donc voilà, après, c'est ça, forcément que je leur rends le truc. Mais donc voilà, ça, c'est quelque part, je dis pas que c'est ni un handicap, et je le vois plus comme une chance. Voilà. Merci beaucoup. C'est par ces mots que je viens de cliquer sur follower sur Rappenstein, parce que j'attendais ce podcast. Rizwan, ah ouais. mais depuis que... T'avais pas remarqué? Elle dit ça. J'attendais que ce jour. Et là, je viens de le faire officiellement. Parce qu'il fallait que les gens entendent. Il fallait que les gens entendent le discours qu'il y a, la mentalité qu'il y a derrière Rappenstein. Ah oui. Et là, tu viens de la résumer, je la valide. Même le Yaya, grand big up. Mais pour finir là-dessus, et après, une fois que t'as, moi, il y a toujours cette crainte de plus avoir. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te diversifies. D'accord. Tu vois, c'est ne jamais dire cet argent-là, il est acquis et je vais le dilapider n'importe comment, en fait. Moi, tout de suite, ça a été la pierre. Après la pierre, ça a été des investissements de commerce où tu sais que ça va toujours marcher, qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, donc tu sécurises. Et après, ouais, la pierre, tout ça et tout. Donc tu vois, derrière, c'est pas de dire, parce que j'ai connu aussi des gens qui ont pris beaucoup de thunes, mais qui l'ont cramé aussi rapidement et qui n'ont rien capitalisé, et que derrière, tu vois, ça peut venir et repartir aussi vite. Donc derrière, c'est une fois que tu as l'étude, c'est pas de perdre la tête aussi, tu vois. Tu sais, ça aussi, hein, c'est l'esprit hip-hop, parce que quand tu regardes la définition du hip-hop, on te parle de mouvement. Ouais, bah. Continue. RZ2, il est hip-hop, je le sais. Je suis hip-hop depuis le début, mais ça, personne ne le sait. RZ2, il l'est. Mais je suis très content du podcast parce que il fallait qu'on ait cette conversation pour que personne ne vienne revenir là-dessus. Que personne ne vienne dire que Rizwan n'est pas hip-hop, que Rappenstein, la mentale qu'il y a derrière, ne l'est pas. Ouais, bah oui. Après, voilà, comme tu dis, il peut y avoir des divergences d'opinion sur le business, sur le truc, sur la façon de faire, mais on est tous hip-hop. Enfin, pour moi, non. Non, après, on repartirait sur allez, parenthèse d'humour, seul le Duc nous le dira. Il est là depuis 95-96, on va être en 2025. 30 ans. Plus de 30 ans de présence dans le rap. Dans la culture. Dans le top 5.
Voilà, on peut que le féliciter Ah ouais. de ça et être admiratif de son parcours. Merci beaucoup Rizwan De rien. pour ce moment, pour ton temps. Avec Maintenant on plaisir. sait que les médias Rap Punchline est un média responsable qui se veut responsable, culturel et qui a un impact en fait sur la jeunesse et sur la continuité. Et en plus, c'est validé par De La Night. Oui. Dédicace Merci. RZ2 Yaya. Ouais. On vous aime. Et à bientôt quand vous voulez, je reviens avec plaisir. Merci beaucoup, à la prochaine. On viendra pour faire le podcast sur le documentaire que vous aurez mis sur Netflix ou Amazon.